La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des Visiteurs du soir, Isabelle Terroir reçoit l'autrice Clémentine Beauvais. Chère Clémentine, enfin, oui c'est sûr, de mouvements sociaux en pandémie, notre rencontre a été reportée 2 fois. Mais j'ai envie de dire, tant mieux. Non mais cette fois c'est la bonne. Ouais. Tant mieux, parce que pour vous, l'année écoulée a été riche et féconde. Enseignante, chercheuse, autrice, traductrice, vous jonglez avec vos différentes casquettes avec une capacité de travail hors norme. Vous avez été capable d'écrire 2 livres en même temps, Io pour l'amour de Zeus tôt le matin, Brexit romance le soir en rentrant du travail, tout cela en restant en contact permanent avec vos étudiants et vos lecteurs. Vous l'écrivez mieux que moi. Je suis quelqu'un de très occupé, car j'ai un compte Facebook, 3 messageries, 3 blogs, et puis aussi un job à plein temps, des visites d'école à faire et un petit copain à continuer de convaincre que je suis la marade incarnée et la fille de ses rêves. À cette liste, nous ajouterons un super petit chevelu de quelques mois. Il y a effectivement de quoi être occupé. Vos livres sont aujourd'hui traduits dans une 15aine de langues et certains ont reçu les plus grands prix nationaux. Prix Sorcière, prix du magazine Lire, prix des Incorruptibles, j'en passe et des meilleurs. Tout nouvel ouvrage est pour vous une expérience d'écriture. Vous vous renouvelez à chaque parution en étant de préférence là où on ne vous attend pas. En bonne milléniale et Pottermaniaque, vous dites être entré en littérature jeunesse grâce à J.K. Rowling. Et vous êtes aujourd'hui la traductrice de son dernier roman, Ichabod. Pour planter le décor de cette rencontre, je vais encore vous citer, en rappelant que dans les premières pages du roman Songe à la douceur, vous faites une amusante description de l'établissement qui nous accueille ce soir. Dehors, c'était la tornade habituelle entre les 4 tours de la BNF. Par tous les temps, même en plein mois d'août, alors que la ville entière languit et poumonnée sous un soleil noir comme une bille de charbon, les escaliers du promontoire sont balayés de typhons. Il paraît que c'est un phénomène aérodynamique lié au placement des tours. Une petite gaffe architecturale. Et tout le monde s'en plaint, tout le monde râle, mais personne ne pense à la joie de ces 4 bâtiments qui jouent au ping-pong avec le vent, qui voient se soulever les jupes des étudiantes, qui font tourbillonner les feuilles comme des artistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Donc merci Clémentine d'avoir bravé les courants d'air. Et vous, la jeune Parisienne émigrée en Angleterre, quels souvenirs avez-vous gardé de ces lieux, de vos dernières visites ici ? Merci beaucoup pour cette introduction, Isabelle. En fait, ma dernière visite ici, c'était pas en tant qu'étudiante, c'était pour une journée avec des éditeurs ou des trucs comme ça. Donc j'ai depuis réinvesti les lieux dans une autre capacité. J'étais allée un petit peu à la BNF quand j'ai fait une année d'Hippocagne et en effet, je me souviens beaucoup plus d'une certaine manière du vent qui nous soulevait les jupes que des longs moments à étudier dans certaines des salles. C'était une année un peu particulière. C'était juste avant que je parte en Angleterre et j'avais un peu cette impression de faire acte de présence. Mais j'aimais beaucoup le bus qui allait du lycée Henri IV à la BNF, le 89, que j'ai d'ailleurs pris aujourd'hui. Voilà. Justement, on va remonter quelques années en arrière, si vous voulez bien, et revoir cette petite fille, Clémentine Morgane Mélusine Eucat. Donc voilà, baptisée, je crois, Clémentine par maman et Morgane Mélusine Eucat par papa, si je me souviens bien. Ouais. Donc moi, c'est la grande, avec des lunettes. Voilà, c'est ça. Et on voit déjà effectivement que vous êtes une grande sœur attentionnée. Je crois que la sororité, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous êtes une gentille grande sœur, je crois. Oh, mais j'ai une très gentille petite sœur. Oui. Ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que on s'entendait très bien. On s'entend toujours très, très, très bien avec ma petite sœur qui est là avec son Pikachu. Elle a un petit peu grandi depuis, mais pas beaucoup quand même. Et alors, donc vous étiez une bonne élève des beaux quartiers.
avec 2 ans d'avance, mais vous l'avez évoqué, vous n'avez pas gardé forcément un très très bon souvenir de votre adolescence ou justement de la cruauté parfois de ces beaux quartiers et des préjugés de classe, si vous l'avez assez bien décrit comme des images ou dans La Pouilleuse. Et quels souvenirs gardez-vous de ces années-là, de ces années Je pense qu'en fait, ça a été plutôt rétrospectif quand je me suis aperçue plus tard, d'ailleurs en allant en Angleterre, je pense, de ce qui était vraiment à l'œuvre, qui était de l'ordre à l'époque d'une idéologie complètement invisible et invisibilisée, à laquelle je participais sans doute énormément aussi, de cette espèce de privilège de classe énorme qui consistait à être, en l'occurrence, dans ces quartiers-là, dans ces collèges-là, dans ces lycées-là, etc., hyper sélectifs. Et puis... J'en ai eu évidemment beaucoup de privilèges associés. J'en ai aussi, comme beaucoup, été la victime d'autres manières. Je pense que c'est important de dire qu'il y a les 2 aspects aussi. Je pense que le côté pression scolaire très très exacerbée à une époque où, je pense plus peut-être que maintenant, on était encore dans l'idée qu'il fallait faire des parcours d'excellence vraiment très tracés. Je crois que maintenant il y a quand même plus d'ouverture dans ce qu'on peut faire après le lycée, quand on est entre guillemets très bon élève, etc. À l'époque, c'était vraiment, il fallait intégrer. Et bien des années plus tard, quand j'étais en Angleterre, donc on ne parle pas évidemment des grandes écoles ou ce genre de choses-là. Et j'étais en France avec ma sœur et certains de ses amis, et l'un des pères de l'une de ses amies m'avait dit « Et toi, qu'est-ce que tu as intégré » comme si c'était évident, comme si c'était évident qu'on avait intégré. Désintégré. C'est ça. Et c'est vrai que cette pression scolaire-là, moi, je l'ai beaucoup ressentie dès le collège, mais là, elle était très auto-infligée, je pense. Et puis au lycée, où c'est vrai que c'était quand même très très dur quand on n'avait pas cette espèce d'esprit de compétition, quand on n'est pas le genre de personnalité qui est très galvanisé par la compétition. Moi, j'étais quand même très angoissée par ça. Et j'en ai gardé un souvenir assez amer, d'autant plus parce qu'après, j'ai déménagé en Angleterre, où là, par contre, les grandes études, je veux dire, sont complètement différentes de la France. L'université repose pas du tout de la même manière sur cette compétition au sein des cursus. Je me souviens de la première fois en Angleterre où je m'étais aperçue qu'on n'allait pas me rendre un partiel en partant de la meilleure note, en allant vers la plus basse, devant tout le monde, mais qu'on allait recevoir notre copie dans notre casier. Et ça m'avait paru complètement dingue. Parce que je me dis, mais si on ne se fait pas humilier en public, est-ce qu'on a vraiment reçu sa note ? Je ne sais pas. Ouais, et alors, ce que vous disiez aussi, c'est que en fait, c'est aussi Harry Potter qui vous a un peu sorti de cet univers un petit peu désagréable, et que vous étiez Potter maniaque, et que vous faisiez partie des fans et des communautés de fans, et que vous avez découvert Internet aussi à ce moment-là, et tout l'univers qui pouvait s'ouvrir avec. Oui, Harry Potter a été pour beaucoup de gens, et y compris moi, très salvateur à un moment où c'était vraiment c'était les années collège, quoi. Il y a des gens qui adorent ça, mais bon, quand même pas tous. Et moi, je me souviens très bien de ce sentiment de pouvoir simplement s'évader par la pensée dans l'univers du livre, par le livre quand on rentrait le soir à la maison. Parfois, on apportait même le livre pour pouvoir le lire en classe discrètement, pour se faire un shoot d'Harry Potter. C'était comme si on se faisait un rail de coke sous le bureau, mais c'était un rail d'Harry Potter. Et puis il y avait ça, puis de dessiner aussi. Je faisais beaucoup de fan art. Alors j'ai beaucoup d'agendas, de cahiers, de trucs qui sont couverts. C'était vraiment de l'échappatoire, les Anglais disent escapism, de l'échapper par la littérature Harry Potter. Et bien plus tard, j'ai découvert un théoricien, Victor Watson, des séries littéraires, qui dit que les séries, c'est comme entrer dans une room full of friends, dans une pièce remplie d'amis. Et ça a vraiment résonné avec ce que j'avais ressenti à l'époque. C'était vraiment Harry Potter, c'était notre univers parallèle, où on rentrait dans des pièces remplies d'amis pour s'extirper de celles où on était, où elles n'étaient pas du tout remplies d'amis. D'accord. Et vous avez traduit Harry Potter quand vous aviez 11 ans. Vous le racontez très bien, c'est-à-dire que vous étiez en voyage aux États-Unis et le tome 4 n'était pas encore paru en France, mais vous l'avez découvert tel un trésor dans la maison où vous résidiez, et vous avez pris votre dictionnaire et vous avez traduit Harry Potter à 11 ans. Ouais, et c'est marrant parce que après, donc ça a été, j'en ai parlé dans une émission sur France Inter, et après j'ai reçu plein d'emails et de messages de personnes de ma génération qui m'ont dit « Moi aussi j'ai fait ça, moi aussi j'ai fait ça ». Je crois qu'on était une communauté
de personnes avec nos dictionnaires et puis Harry Potter en train de rechercher chaque mot, tous au même moment, dans différents endroits. Mais ouais, je suis loin d'être la seule et c'est marrant parce que ça fait cette espèce de version latine d'anglais, parce qu'à l'époque, on était quand même... Vous l'avez fait de façon littérale. Oui, exactement. Et on faisait tout ça en même temps. C'était mignon. Mais vous aviez un trésor. Et donc, vous partez en Angleterre, donc après une année de prépa un peu difficile, je crois aussi. Et donc, vous exilez en Angleterre, à Cambridge, et vous y passez votre thèse de doctorat, qui a été dirigée par Maria Nikolaeva. Et donc, c'était sur quoi cette thèse ? Eh ben, c'était sur les albums politiquement engagés depuis les années 2000, grosso modo. Donc assez récent à l'époque, parce que c'était en 2010, je crois. Oui, 2010. Et donc là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là vous avez découvert un tout autre système éducatif et vous êtes aujourd'hui enseignante, chercheuse à l'université de York. Et donc en quoi cet enseignement est différent que celui qu'on peut... Oui, alors il ne faut pas non plus trop l'idéaliser, donc je suis assez précautionneuse dans ce que je dis, parce que ça serait par exemple vraiment un non-sens de dire que le système de classe n'existe pas en Angleterre, puisqu'il est vraiment extrêmement fort et extrêmement oppressif, mais il ne s'exprime pas de la même manière dans l'éducation. Et surtout, quelque chose qui est vraiment central en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas du tout de rapport, ou très peu de rapport de domination, d'ascendant, que ce soit psychologique, physique, évidemment, etc., entre professeurs et élèves. Donc, ce que j'ai découvert en Grande-Bretagne, c'était vraiment ces rapports extrêmement naturels et très sains, enfin, qui moi me paraissaient comme très sains, entre prof et élève. On gronde pas un élève, quoi, et on ne gronde surtout pas un étudiant, quelqu'un qui est un adulte d'une certaine manière. On va pas du tout humilier ou se moquer d'un élève, même faire des remarques narquoises, ça se fait pas du tout en fait. C'est pas dans les pratiques normales. On fait ce qui s'appelle le sandwich de compliments. Donc on commence par un compliment, ensuite on dit ce qui a changé, et ensuite on termine par un compliment. Et en fait, ça a été toute une éducation pour moi, parce que véritablement, quand je suis arrivée là-bas, quand j'ai eu mon premier tête-à-tête avec un de mes profs, que moi, j'arrivais en l'appelant docteur, mister, machin truc, alors qu'on les appelle par leur prénom, quoi. Et il commence à me parler de ma dissertation, moi, je suis là, Mais en fait, j'écoutais même pas ce qu'il me disait de positif, parce que j'attendais, je me disais, mais je sais pas pourquoi il me dit tout ça, mais bon, bref, à un moment, il va me dire, par contre, c'est vraiment nul, et ça, et puis en fait, après, c'était fini. Et je me souviens, je l'avais regardé, j'étais là, et donc, et après, il m'a dit, bon, alors à la semaine prochaine, et j'avais eu un moment de blanc, mais pourquoi t'as pas dit un truc méchant de ce qui allait pas du tout, et en rouge dans la marge, et c'était pas du tout la même ambiance. Et peu à peu, j'ai découvert que c'était possible en fait de faire des remarques, des retours qui amenaient à de véritables changements, critiques, prise de conscience, etc. Mais sans exercer particulièrement voilà, une espèce de pouvoir rhétorique, sarcastique sur les élèves, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous entretenez un très bon dialogue avec vos étudiantes, maintenant que vous êtes avec vos doctorantes, vous avez des échanges réguliers. Oui, bien sûr, mais ça, c'est vraiment, ça va sans dire, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. Après, je vais quand même nuancer mes propos, parce que je suis consciente qu'il y a aussi plein de profs qui nous regardent et qui disent, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Et en fait, je sais que c'est vrai. Je pense aussi que dans les profs que j'ai eus, alors vraiment, notamment au collège, mais aussi au lycée, il y a des profs qui n'étaient pas comme ça. Je pense qu'il y a aussi le poids de tout un système qui fait qu'on encourage ce genre de choses. Enfin, moi, je me souviens très bien qu'au lycée, le proviseur venait rendre chaque fin de trimestre les bulletins en commençant. Enfin, c'était pas juste certains profs, c'était aussi une espèce de système. Il y avait une institutionnalisation de ce rapport de domination. Donc, évidemment que c'est pas le cas pour des professeurs individuels. J'ai gardé d'excellents contacts avec plein de profs, notamment au collège. Big up si elles me regardent. Et puis, en plus, ça a beaucoup changé en France. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement frappée, parce que en revenant dans les écoles françaises faire des rencontres scolaires, honnêtement, la première fois que je suis retournée en collège faire une rencontre scolaire, alors que je vais avoir, 21 ans, 20 ans, j'avais une boule de stress, d'angoisse dans la poitrine, parce que l'idée que je retournais dans un établissement scolaire, ça me redéclenchait une sorte de phobie scolaire bizarre, quoi. Et en fait, j'ai découvert que maintenant, il y a plein de profs doc qui organisent des projets avec plein de profs différents, qui font des choses créatives, qui font des choses qui permettent aux élèves de se parler ensemble, etc. Je pense qu'on arrive vraiment vers un moment où on est beaucoup plus dans le travail de groupe, dans la communication, dans la différenciation éducative, d'une manière qui était quand même pas le cas même il y a 20 ans, 25 ans. Hein. Donc voilà, c'était le petit mot quand même de nuance, parce que... Et alors vous étiez donc une enfant précoce, et même vous avez envoyé des textes et rédigé des textes, et que vous avez envoyé à des éditeurs quand vous aviez une dizaine, 11-12 ans.
et voilà, en étant étonné de ne pas être publié. Bah ouais, c'était dingue. Oui, ça c'était. C'est-à-dire que j'avais une vision très naïve. Je pense que, comme beaucoup d'enfants, on se dit on a fait un dessin, il est forcément assez beau pour être accroché au musée. Non, mais j'avais écrit donc un petit roman, et je pense que le fait de terminer un petit roman, ça avait été une telle gratification, enfin une telle source de bonheur, que je voyais presque dans une espèce de continuation. Ça fonctionne encore les micros ? Ouais, c'est bon, ok. Que ça allait se prolonger en publication. Et c'était très intéressant de faire cette expérience-là, parce que les mots des éditeurs qui étaient très bienveillants. Je pense que quand on reçoit un roman d'une petite fille de 9-10 ans, il y a un truc qui fait qu'on envoie des mots très très gentils et qui étaient très précis. Je me souviens de retours, je ne saurais plus dire de qui, je ne sais pas, peut-être Gallimard, l'école je dois dire, j'en sais rien. Du genre, là tu vois, il y a des longueurs, là les dialogues, ils font pas naturel, là les personnages, ils sont pas crédibles. Vraiment des analyses littéraires. Lecture. Ouais. Et à l'époque, ça m'avait ruiné le moral, mais maintenant, j'en vois vraiment la valeur, et je leur suis reconnaissante, même si je ne sais pas qui c'est. Ça ne vous a pas découragé, puisque en fait, vous avez continué à envoyer vos premiers romans qui ont été publiés là, aux éditions Talent Haut. Donc, c'est cette maison d'édition qui vous a fait confiance, comme vous dites, avec une dimension féministe d'emblée. Ouais, c'était la grande ligne éditoriale de Talent Haut à l'époque, qui était... Alors maintenant, Talent Haut s'est un peu diversifié, même beaucoup d'ailleurs. Il y a des aspects féministes, et il y a aussi plus d'autres luttes qui se sont inscrites dans leur ligne éditoriale. À l'époque, c'était vraiment très radical, et c'est intéressant de repenser maintenant à Talent Haut, il y a 10 ans, 11 ans, où tout le monde se moquait d'elle en disant vous faites de la littérature politique, plus personne fait ça, c'est un truc de milieu de siècle, etc. Et maintenant, quand on entre dans la moindre librairie où il y a un tout petit rayon jeunesse, on voit tous les bouquins qui ont une grosse portée politique. Donc elles étaient au contraire très précurseuses à l'époque. Donc là, c'était effectivement pour les petites filles top modèles, La Plume de Marie, et un album Samia et les fantômes. Et après, vous avez été publié chez Sarbacane, donc le début d'une longue relation avec cette maison d'édition. Et donc, vos premiers romans ados, c'est La Pouilleuse et Comme des images. Et donc là, on peut reparler effectivement de cet univers un peu difficile des beaux quartiers, quoi, de la violence que peuvent avoir les jeunes des beaux quartiers, justement quand ils sont en gang. Oui, je pense que les deux, et c'est marrant d'y retourner aussi 10 ans plus tard, c'est-à-dire que quand on regarde ça, on n'a pas la même immédiateté qu'à l'époque, et je pense que vraiment ces deux livres, ils ont aussi servi d'exorcisme personnel de plein de manières. Ça doit être vrai pour tous les livres, hein, donc peut-être que dans 10 ans je dirais alors en fait ceux-là, c'est vraiment des exorcismes personnels, mais ces deux-là, je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire qu'il y en avait un, il était alors c'était très inspiré du fait divers à l'époque du gang des barbares, qui m'avait vraiment frappé beaucoup à l'époque, et puis je m'étais dit mais en fait ça pourrait tout à fait arriver dans le 7e, et c'est comme ça qu'est née l'idée de La Pouilleuse. Et Comme des images, c'était le début un peu de ce qu'on appelait le revenge porn. Enfin, je ne sais même pas si on l'appelait encore. Le harcèlement sur les réseaux sociaux. Le harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, et encore une fois, même si moi, c'était pas le cas quand j'étais ado, je m'étais imaginé, qu'est-ce qui aurait pu se passer avec une sorte de huis clos très 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 maintenu. Et je pense que c'était aussi ces deux romans, maintenant, ils m'apparaissent comme deux huis clos extrêmement maîtrisés, mais contrôlés, quoi, dans une espèce de sens... ils sont un peu froids, je pense, les deux. Pour cette raison-là aussi, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un contrôle d'écriture très fort. Je voulais qu'il y ait une unité de temps, de lieu, d'action, ce qui est le fait pour les deux. Et je m'autorisais très peu à prendre de vrais risques, que ce soit formels ou même idéologiques, etc. Et Comme des images en particulier, je me souviens très bien, mon éditeur Thibaut, c'était la première fois que je travaillais avec lui, m'avait vraiment encouragée à, comme il dit, me lâcher sur une des scènes. Non, mais vas-y, là, attends, tu mets ça en scène, il faut que tu assumes, tu mets des gros mots, tu mets... des insultes, là il faut vraiment que ça se déchaîne, que ce soit la grosse scène de baston, quoi. Et de faire cet effort-là, ça avait été à la fois très fructueux et hyper difficile pour moi. J'acceptais très peu de lâcher prise sur l'écriture à ce stade-là encore. Vous vous êtes bien rattrapé après, et notamment avec le suivant, je pense aux Petites Reines. Parce que là, c'est un roman qui a été multiprimé, et qui est l'histoire de 4 personnages, dont 3 filles, Mireille, Astrid et Akima, qui sont sacrés boudins de l'année sur Facebook.
et qui vont entamer un road trip initiatique à vélo de Bourg-en-Bresse jusqu'à la garden party de l'Élysée. Et ça parle aussi de harcèlement sur les réseaux sociaux, puisque c'est le point de départ de l'histoire. Et là, vous utilisez un langage très cru. Et il y a eu un échange, je vais le lire, que vous avez eu avec une lectrice, je crois que c'est pareil, sur votre blog, je crois, et qui est assez savoureux. Mais je vous laisse en parler, les petites reines. Ouais, alors les petites reines, c'est vraiment, pour moi, ça reste le tournant, vraiment la charnière, quoi. Oui. Parce que, mais de plein de manières, pas seulement, c'est évidemment très important qu'il y a eu un avant et un après en termes non seulement de vente, mais aussi de, entre guillemets, reconnaissance de nom, parce que ça reste dans le milieu de la littérature jeunesse, qui est un petit milieu aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu un basculement là, mais surtout pour moi, ça m'a autorisée à faire quelque chose que je ne m'autorisais pas tellement avant, qui était... en fait, qu'on peut appeler le feel good, d'une certaine manière, et qui était quelque chose qu'on me disait beaucoup. En fait, on me disait, mais c'est bizarre parce que toi, dans ta vie, t'es plutôt chill, tu fais des blagues tout le temps. Pourquoi tes livres, ils sont aussi sombres ou ils sont aussi politiques? Parce que même un livre comme Lutefiille Top Model, c'est un livre humoristique, mais quand même très rigide, quoi, très politique. Et je pense que dans Les Petites Reines, il y a eu une espèce de relâchement, quoi, et au bon sens du terme. C'est-à-dire que je me suis vraiment autorisée à faire un truc qui rende heureux, où il y ait de l'humour, où il y ait vraiment des ingrédients de road trip très téléphonés, en fait, parce que parfois c'est ça aussi, les narrations, des personnages très hauts en couleur et beaucoup de déconnes, en fait. Et Thibaut, mon éditeur, encore une fois, a eu un gros impact dessus parce qu'une chose qu'il m'a dite quand j'ai terminé la première version, c'est que c'était très dans la vanne et tout, mais que ça manquait de sensibilité, d'émotion du côté de Mireille, qu'elle était très froide, qu'elle faisait beaucoup de vannes et puis qu'elle-même, elle ne nous laissait pas pénétrer à l'intérieur d'elle. Donc j'ai rajouté, entre guillemets, j'ai retravaillé le texte pour qu'il y ait plus d'émotion, plus d'implication dans le personnage de Mireille. Ce travail-là, c'est un truc que je fais encore jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça très difficile, en fait, ce travail de vraiment se livrer émotionnellement dans un texte, ça me vient pas du tout naturellement et j'ai tendance à cacher ça derrière des murs de vannes, mais c'est vraiment quelque chose qui m'habite encore maintenant. Mais Les Petites Reines, ça a été vraiment pour moi l'occasion de commencer ce travail-là, du moins. Et alors, justement, sur ce langage très cru, parce que vous appelez un chat, et je crois que vous les aimez bien, donc je vous lis l'échange avec cette lectrice. Bonjour, je viens de découvrir votre livre, Les Petites Reines. Je vous avoue tout de suite, je ne l'ai pas lu en entier. Honnêtement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il est vrai que du haut de mes 40 petites années, je n'ai peut-être plus l'esprit assez large pour apprécier votre style de littérature jeunesse. Mais jeunesse pour moi ne veut pas dire vulgarité. Je pense qu'il est important de montrer à un ado qu'on peut parler autrement qu'avec des putains et compagnie. Quelques mots familiers, un mot vulgaire dans un dialogue passe encore, mais votre livre rassemble une collection impressionnante de couilles, putain, trou du cul, connasse, merde, connard, sale pute, con, salopard, connerie, et je n'ai pas tout relevé. À quoi cela sert-il ? Avez-vous réellement aimé écrire ce genre de choses ? C'est dommage, votre histoire doit certainement être intéressante, et vous devez certainement avoir du talent. Mais je ne conseillerais pas votre livre à mes enfants, ni à mes élèves. Et votre réponse ? Je me souviens même plus ce que j'ai dit. Ça doit faire des années. C'était en 2016. Ah, quand même, c'est pas si longtemps que ça. Bonjour. Dites donc, pour quelqu'un qui n'aime pas les gros mots, vous en citez toute une liste avec ce que je ne peux m'empêcher d'analyser comme une grande délectation secrète. Pour citer Le Père Noël est une ordure, vous en étiez à peau de couille, je crois. Que se passe-t-il ensuite ? Que vous dire ? Et qu'il ne faut pas qu'on se rencontre. J'utilise en effet putain comme un signe de ponctuation. Quant aux ados, m'est avis qu'ils en connaissent d'autres. C'est vrai que ça, c'est un truc où les ados me posent la question, ils me disent « Madame, pourquoi vous mettez tellement de gros mots dans vos livres ?» Et après, je dis « Je vous en ai appris, vous les connaissez ?» On les connaissait. Et par contre, votre vocabulaire est très riche. Et il y a peu de vos ouvrages où on n'apprend pas un mot de vocabulaire, justement, parce que c'est souvent très contrebalancé par une syntaxe très riche, même une forme de classicisme aussi dans les structures. Et il y a, voilà. Moi, j'ai appris plein de mots avec vous. Pas des gros, non plus, mais voilà, des éplapourdis, des insolents. Ah, j'aime bien éplapourdis, ouais. Éplapourdis, voilà. Donc, voilà, moi j'ai appris beaucoup de mots avec vous. Pas des gros, mais j'ai appris
Vous avez un langage qui est très riche. C'est gentil. Non, mais pour les gros mots, c'est une question de justesse pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, dans H tendre, il n'y a pas beaucoup de gros mots parce que c'est vu par le regard d'un garçon qui n'utiliserait pas beaucoup de gros mots. Donc, je veux dire, il faut rechercher une espèce de justesse. Mireille, c'est totalement son personnage, absolument. Et alors, donc, Les Petites Reines, ça a été adapté en pièce de théâtre. Et on va en voir un extrait. Si ça marche, parce que vous avez écrit comme des images, une vidéo dans un PowerPoint, ça ne marche jamais. Jamais. Donc on va faire confiance aux techniciens de la BNF. Andri, Akima, Mireille, 3 adolescents dont désormais tout le monde dans la cour de récréation connaît le nom. Car un groupe Facebook les a élus mercredi dernier boudin de l'année. Ma mère m'a donné la seconde idée du siècle. On va y aller à vélo. Rendez-vous samedi 13h14 dans mon garage. Mais Akima, toi, tes parents sont d'accord pour te laisser errer comme ça à 12 ans sur les routes de France, traverser les forêts, les montagnes? Mes parents sont morts, c'est mon frère qui décide. Oh cool, Astrid. 6 jours, 5 nuits, à hauteur de 5 à 7 heures de pédalage par jour. Ça va se faire, ça va se faire. On va y arriver. On arrivera là-bas le 14 juillet à midi. On y sera. C'est quand même pas pareil, Indochine et un fer. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir Indochine. Indochine, au moins, il parle. Waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, tout le monde s'intéresse à nous. Alors, c'est un spectacle qui a été nommé aux Molières. Voilà. Et comment s'est passée cette adaptation, justement? Vous avez été associée à ce travail Non, c'est vraiment... Alors, l'adaptation, elle est de Justine Hedman et Rachel Arditi, qui sont un peu, je dirais, des personnes... Enfin, c'est très étonnant, leurs adaptations. Elles ont aussi fait l'adaptation en comédie musicale de Songe à la douceur, oui, dont on parlera ensuite. Et Justine, il se trouve qu'il y a quelques jours, je viens de voir la première d'une autre mise en scène de Justine, de l'un de mes textes, qui s'appelle Peau d'humaine, qui est dans un livre qui s'appelle La revanche des princesses. Et c'est vraiment... très étonnant parce que on parlait de sororité tout à l'heure, mais il y a une notion d'âme sœur artistique. Et à chaque fois que je vois quelque chose qui a été mis en scène par Justine et Rachel, ou que j'entends Rachel lire les audiolivres de mes livres, je me dis, en fait, si je savais faire ça, c'est ça que je ferais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas, je suis incapable de mettre en scène du théâtre, mais si je le faisait, ce serait ça. Enfin, c'est très difficile de le décrire autrement. C'est-à-dire qu'on a je trouve une espèce de même longueur d'onde, quoi. Tout ce qu'elles font, ça sonne juste en soi, ça fait des œuvres en soi, et en même temps, il y a une résonance qui se passe avec mes textes à moi. Donc non, moi, j'ai absolument pas participé ni à l'adaptation, ni au choix, évidemment, des comédiens, comédiennes qui sont extraordinaires. Et pourtant, enfin, je m'y reconnais, je m'y retrouve complètement. Et c'est très mystérieux. Je sais pas l'expliquer, en fait, autrement. Et alors, je crois savoir que les droits ont été achetés aussi pour que ce soit tourné en film. Mais voilà, si le projet c'est en cours. Là, on en est. Les scénaristes en sont à la 2e version du scénario, il me semble. Donc voilà, le cinéma, ça prend toujours beaucoup plus longtemps. Il faut des années et des années. Et puis le projet, il avait un peu été beaucoup abandonné, repris par d'autres personnes. Je crois qu'il est passé par 3 boîtes de prod différentes. Enfin, le cinéma, c'est pas la même temporalité, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive vers quelque chose qui pourrait aboutir. Mais je me souviens que j'ai vu Timothée de Fombelle dire ça au sujet de Toby Lolness il y a maintenant 5 ou 6 ans en disant mais là je crois qu'on arrive au bout. Et moi j'attends toujours Toby Lolness. Ça viendra certainement. Alors vous parliez de Songe à la douceur, cette petite merveille de Songe à la douceur, qui est vraiment un très joli roman, une belle invitation au voyage. Et vous l'aviez présenté à la Grande Librairie. Il y a peu d'auteurs jeunesse qui sont invités à la Grande Librairie. Et vous en avez fait partie sur un très joli plateau où il y avait Claude Ponty, Suzy Morgenstern, Arnaud Catherine. Donc voilà, c'était pas rien. Et donc c'est un roman que c'est une interprétation, une adaptation d'Eugène Onegin de Pouchkine. Et il y a un remarquable travail de maquette sur cet ouvrage, de calligramme et de mise en page, où voilà, on a une surprise à chaque page, que ce soit à la fois dans votre texte, mais aussi dans sa présentation. Et ça, c'est aussi votre grande marque de fabrique et le fruit d'une belle collaboration avec Sarbacane, justement. Oui, énorme. Et ça, vraiment, Songe à la douceur. Alors, c'était avec donc mon éditeur Thibaut, toujours, et aussi Audrey, la maquettiste, je me souviens. Et
je crois que dans mon ordinateur, je dois avoir un truc qui s'appelle V17 Songe. Correction Audrey. Finale 2, finale 3. Vraiment finale cette fois. Parce qu'il y avait à chaque fois un petit mot, un petit truc qui n'est pas dans le bon endroit. Et après, quand ils nous ont dit, voilà, on va le passer en poche, alors du coup, ça va réduire la page. Je dis, ah non. Par contre, non. On réduit la page pour que ce soit exactement pareil, mais on ne va pas changer la versification. Parce qu'évidemment, le problème avec ces questions, c'est que c'est pas juste de la mise en page, c'est comme c'est de la versification. L'espace entre les mots est déjà, est littéraire, est d'ordre littéraire, donc on pouvait pas se permettre d'avoir des enjambements qui étaient faux. On pouvait pas se permettre d'avoir des mots qui traînaient quelque part. On pouvait pas se permettre d'avoir des bas de page qui allaient pas. Donc ça a été un énorme travail de mise en page. Le montre est là. D'accord. Et c'est vrai que quand il est sorti, Songe, c'était marrant parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de romans en vers. Il y en avait même, il y avait Fuenquinos, il y avait Charlotte, mais qui est lui complètement aligné, il me semble, à gauche. Et moi, j'avais pris le parti d'un vers en fait explosé sur la page, quoi, c'est-à-dire des phrases qui partaient dans tous les sens, des mots qui, là on a la ligne fine de poil brun qui va jusqu'à Eugène qui retire son pull et son polo se soulève et elle voit une fine ligne de poil brun. Voilà. Et donc on a ces espèces d'approches un peu calligrammatiques, etc. Et ce qui était marrant, je me souviens, c'est que dans les premiers salons que j'ai fait avec Songe à la douceur, les gens prenaient le livre et disaient « Ah mais vous en avez un autre parce que celui-là il est cassé ou il est mal imprimé. » Mais c'est une réaction normale. En fait, les gens disaient « Oula, il y a un problème d'impression là. Oula là là, ça ne peut pas du tout être comme ça. » Et les premiers retours, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire, c'était alors les 4 premières pages, c'était chelou. Après, je suis rentrée dedans et c'est vrai que ça réclamait une adaptation quand même forte à ce type d'écriture. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas, parce que depuis les 5 ans qu'il est sorti, ou 6 ans, il y a eu beaucoup d'autres romans en vers, beaucoup plus de pratiques lectorales, en fait, de ce genre de texte. Et maintenant, il est vu d'une certaine manière à travers toutes ces autres lectures qui en influencent la lecture et la découverte, et il cause beaucoup moins de problèmes à la lecture, il me semble. Problème, je ne sais pas si c'est un problème, parce que c'est un plaisir, franchement, parce que c'est ciselé, c'est de la dentelle, cette maquette. Hein. Eh ben, merci. Et là, vous avez fait aussi un très joli travail sur ce roman, sur les voix narratives. Et alors, c'est vrai que dans Pouchkine, c'est aussi comme ça, où il y a des interpellations au lecteur. Et donc, vous jouez avec votre lecteur, vous jouez avec vos personnages, vous les interpellez, ils vous répondent aussi, ils vous répondent. Enfin, il y a vraiment un joli travail de ce côté-là. J'aime beaucoup ça. Après, vous amusez bien. Ouais, c'est des procédés qui me plaisent beaucoup quand je les trouve aussi en littérature. Donc, j'aime bien, en fait, moi, de toute façon, j'aime les livres qui sont très artificiels. Alors, artificiel, c'est vraiment, pour moi, au meilleur sens du terme. Hein. C'est-à-dire que j'aime qu'on voit qu'il y a vraiment un travail de langue qui nous fait voir on ne peut pas s'empêcher de constater que c'est un artisanat littéraire d'une certaine manière. Les écritures qui essayent de donner accès directement à des visions, qui ont un style qui essaye de s'effacer d'une certaine manière, ça m'intéresse toujours moins. Donc j'aime bien qu'on nous rappelle sans cesse le fait qu'on est face à une œuvre de composition, quoi, où il y a vraiment une composition littéraire à l'œuvre. Et les défis que ça implique d'avoir à la fois cette conscience de la composition et un accès vraiment à des sentiments, à des personnages, à une vraie intrigue. Parce que par contre, je suis pas du tout dans le postmoderne abstrait où il n'y a pas d'intrigue, où les personnages sont diffus. Ça m'intéresse pas non plus. J'aime bien ce truc où on peut avoir un machin qui est grand public, avec une vraie intrigue, avec un truc qui nous emporte, et en même temps, on peut pas se tromper, c'est vraiment fait de mots et de langage, quoi. Et les narrateurs, la présence du narrateur, cette espèce de casser le 4e mur, comme disent les artistes de BD, ça m'intéresse fabuleusement, parce que vraiment les narrateurs non fiables, les narrateurs qui s'adressent directement au lecteur, j'adore trouver ça dans les romans, donc j'aime bien aussi en mettre en scène aussi. Ah, Pierre, vous le faites très bien. Donc là, il y a par exemple, page 208-209, c'est vous qui parlez. Je peux vous dire, parce que j'étais dans les 2 endroits à la fois à cause de mon privilège un peu énigmatique, que Tatiana n'en menait pas large. Mais attends, non, mâche plus contrôle plus supre. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Oh là 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 là, j'en connais un qui va exploser. Eugène, je suis désolée, elle a tout supprimé. Voilà. Sorry. Bah ouais, c'est bien. C'est ça qu'on peut faire quand on a accès à tout. Et oui, on a aussi vu, j'ai reçu des emails me disant « Mais pourquoi elle n'a pas un Apple ?» Ouais.
Et à un moment, elle vous engueule. Enfin, vous vous engueulez avec juste pas très longtemps après, Tatiana, elle vous engueule. Non, mais il faut. Oui. Non, on n'entretient pas forcément une relation extrêmement courtoise avec ces personnages. Oui. Et puis elle dit, ma pauvre fille, me dit-elle à moi, elle est gonflée, Tatiana. Hein. J'ai trouvé aussi, ouais. Oui. Et alors, Songez à la douceur, là, il y a une comédie musicale qui devait voir le jour en janvier. Oui, et dont j'ai vu un filage complet, c'était vraiment merveilleusissime. Encore une fois avec Justine Henneman. Avec la même équipe que les petits. La même équipe, alors pas les mêmes comédiens et comédiennes. Je suis pas certaine de pouvoir révéler de qui il s'agit, donc je vais un peu m'en garder pour l'instant, mais c'est Seuil Création qui le fait. Et il me semble qu'ils ont une page dédiée sur leur site. C'est un spectacle musical avec donc la présence de la narratrice qui est absolument sur scène, et puis de 4 personnages, il me semble. On a Lensky, Olga, Tatiana et Eugène. Alors, comme dans Les Petites Reines, les personnages font aussi plusieurs rôles à la fois selon les moments de l'intrigue et tout. Et la musique de Manuel Peskin est vraiment géniale. C'est des super chansons. Alors là, pour le coup, j'ai été plus impliquée parce que j'ai quand même écrit les textes des chansons. Un autre exercice de style, vous ne l'aviez pas fait encore? Je ne l'avais pas fait. Et en fait, je ne pensais pas que j'aurais pas dit que je pourrais le faire. Mais Justine m'a dit, mais écris-les comme des poèmes, de toute façon, il faut juste que tu les écrives de manière qui soit un petit peu plus régulière que la manière dont c'est dans le livre. Donc, par exemple, la fameuse ligne de Poil Brun est devenue l'une des chansons centrales. Donc, je l'ai réécrite d'une certaine manière, ce passage-là, en poème. Et puis lui, il l'a mis en musique. Enfin, il les a toutes mises en musique. Il en a aussi écrit quelques-unes. Et voilà, et c'est vraiment super. J'ai tellement envie qu'ils sortent vraiment dans les salles et que les gens puissent aller le voir parce que c'est hyper frustrant pour eux aussi de pas pouvoir le jouer en public. Mais moi, j'étais vraiment un privilège total d'y assister, quoi. Ça viendra. Ça viendra. Alors, l'autre roman, Brexit Romance. Et alors là, c'est une comédie romantique et politique. Oui, Brexit Romance, c'est un gros pavé. Oui, c'est ça. Et Brexit Romance, encore une fois, avec le recul, enfin pas avec le recul, parce que je le savais déjà à l'époque, hein, pour moi, c'est vraiment le roman qui est venu saluer, mais je ne sais plus si c'était 10 ans, oui, ça devait être 10 ans en Angleterre, ou 10-11 ans en Angleterre. Et c'est un peu le roman où j'ai entassé tous les trucs qui s'étaient agglutinés dans mon esprit depuis tout ce temps sur les différences culturelles et sociales et linguistiques entre la France et la Grande-Bretagne. Et j'ai compris qu'en fait, le Brexit, c'était le parfait prétexte pour parler de ça, pour parler de ce que ça fait, cette espèce de familiarité, étrangeté qu'on peut avoir quand on est français en Angleterre, quand on est anglais en France, enfin britannique, etc. Et comment ça fonctionnait à ce niveau-là, le système extrêmement précis de classe, etc. Et de le faire de manière comique, parce qu'après tout, les Anglais, ils sont quand même très forts en comédie. J'avais beaucoup de choses que je pouvais pasticher assez facilement, que ce soit leur comédie musicale, leur comédie romantique, je veux dire, leur comédie du mariage du 19e siècle, leur classe politique qui est franchement assez comique parfois, et de reprendre un peu tous les codes de ça aussi, de la screwball comédie, de toutes ces choses-là que j'adore, et en faire un roman. Et je voulais vraiment que dans le style, on retrouve ce mélange des genres. Donc pour moi, le style de Brexit Romance, c'est ce que j'appelle de la traduction, du style de traduction littéraire en fait, hein. C'est-à-dire que c'est écrit vous en amusez comme beaucoup, une traduction, ouais, avec des calques atroces, des choses qu'il faut surtout pas faire, des erreurs monstrueuses, et aussi un pastiche de romans du 19e. Donc tout est écrit au passé simple. C'est un narrateur externe c'est un narrateur interne, mais pour 4 personnages, ce qui est très très peu fait en littérature ado, parce qu'il y a un côté distance. On trouve de l'imparfait du subjonctif. Il y a une forme très classique aussi, et c'est truffé de choses très drôles, mais avec toujours pareil une qualité linguistique. Et puis là-dedans de mettre des morceaux de langage totalement du franglais, du langage très Startup Nation, donc ce genre de choses-là. C'était très très amusant ça, à concevoir ce langage, cette voix-là. Ça donne des choses, des anglicismes qui sont très drôles. Par exemple, c'est le problème fut que Kamenev ne comprit pas ce que don't ask en anglais que don't ask en anglais veut en réalité dire ask, et donc il n'aska rien. C'était une erreur courante, Kamenev. C'est ça. Et alors c'est un roman aussi qui est truffé de références.
Et vous vous amusez beaucoup. Donc, il y a des références à des gens connus. Donc, alors, on y croise Marine Le Pen, on y croise, voilà, pas forcément au mieux de sa forme, mais Mathias Sénard, Maëlys de Kerangal, voilà. Et là, il y a des allusions à Emmanuel Macron aussi, parce que c'est notre projet. Et là, mais vous savez quel est mon plus grand regret de Brexit Romance, c'est qu'il y avait toute une scène avec Boris Johnson. En fait, à un moment, enfin c'était pas toute une scène, mais à un moment, Cosmo perd ses cartes, etc. Et il y avait tout un truc, une série de vannes sur Boris Johnson. Et je l'ai enlevé parce que je me suis dit, non mais là franchement, c'est de la, enfin tu te fais plaisir quoi, parce que personne en France connaît Boris Johnson. Et voilà, 2 ans plus tard. Et là vraiment, mais je suis dégoûtée. Donc il faut toujours croire au potentiel de vieux Étoniens comme Boris Johnson. Et alors c'est un roman aussi où il y a des références à Lewis Carroll. On croise le lapin blanc. Il y a une héroïne qui s'appelle Faustine Carroll. Les autres sont la famille Dodgson. Voilà, et il y a un thé qui a un goût de larmes. Voilà, donc il y a cette truffée de références aussi. Oui, c'est aussi une petite. Enfin, il y a aussi de la réécriture d'Alice, ouais. Parce que Alice au Pays des Merveilles. Alors moi, j'idolâtre pas ce livre comme le meilleur livre du monde, mais j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Et surtout, ce que Alice au Pays des Merveilles sait très bien faire et qu'on peut reprendre un peu à son compte, c'est ce côté d'un monde complètement fou, mais très organisé dans sa folie. C'est-à-dire que c'est vraiment, mais tout le monde est fou ici, quoi. Mais il y a un côté, ils sont très diligents, quoi, dans cette espèce de côté zinzin. Et c'est ça que je pense que les pâles copies entre guillemets d'Alice au Pays des Merveilles qui a pu y avoir en Angleterre comme partout, hein, ont pas forcément compris, c'est que c'est pas juste du n'importe quoi en fait. Lewis Carroll, c'est du n'importe quoi très organisé. Et j'aime bien cet aspect-là, le côté très très stratégique de la folie de chez Carroll. Donc j'aimais bien mobiliser certains aspects de ça pour le bouquin. Et alors là, vous habitez en Angleterre normalement, mais le Brexit, là concrètement, et la situation aujourd'hui, comment vous gérez tout ça ? Honnêtement, pour l'instant, c'est pas le Brexit qui préoccupe le plus la Grande-Bretagne, et c'est vraiment le Covid. Enfin, eux, ils sont beaucoup plus en avance en termes de vaccination, etc. Mais ils ont été très stricts avec le confinement depuis janvier. Mes potes, ils sont chez eux, quoi. Enfin, et même avant l'année dernière, c'était les Anglais, ils ont vraiment une attitude très différente par rapport aux règles. Bon, ça, on le sait, mais enfin, c'est vraiment très frappant. C'est-à-dire que moi, mes amis, ils respectent absolument le confinement. Il n'y a pas question de « Oh, allez, on sort, on va quand même se faire un petit pique-nique, machin, en loose day. » Ah non, ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, c'est un pays qui est probablement plus facile à gouverner, d'ailleurs, en tant que Covid, que la France, à mon avis. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça qui en fait le blocage. Le Brexit, je suis sûre qu'on va en avoir les conséquences, et on les a déjà depuis des années. Donc, pour moi, le basculement de janvier n'a pas eu une différence absolument gigantesque, sauf quelques petits détails sur les trucs de compte en banque avec lesquels je vais pas vous barber, mais sinon, c'est pas trop de contraintes pour vous et... En fait, j'ai dû obtenir ce qui s'appelle la résidence permanente en Grande-Bretagne, que j'avais pas à avoir avant, puisque j'étais européenne, donc j'avais le droit de résider là-bas. Donc j'ai obtenu ça, mais ça fait déjà 2-3 ans, parce qu'on y a été encouragé très tôt en tant que Français résident en Grande-Bretagne. Donc j'ai pu obtenir ça de manière très facile, parce qu'encore une fois, l'administration en Grande-Bretagne, ça marche quand même très bien. Vous n'avez pas eu à organiser des mariages comme dans Brexit Romance ? Mais non, mais aucun Britannique n'a voulu de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Alors, on va parler d'Âge tendre, qui est le dernier roman que vous avez publié, qui est paru en août. Voilà, donc pareil, dans une période un peu particulière aussi. Et on a beaucoup parlé des EHPAD ces derniers temps. Et vous avez imaginé un EHPAD, une unité mnémosine, qui permet d'accueillir des personnes âgées en les replaçant dans l'univers de leur jeunesse. Oui, alors c'est pas exactement mon invention quand même, parce que ça existe pour de vrai. Ça existe, ouais. Alors ce qui existe, le truc c'est que avec les romans, ce qui est bien, c'est qu'on peut élargir des trucs qui existent pour que ce soit tirer la pelote. Voilà, exactement. On peut les tirer. Parce qu'en fait, il existe des institutions dans le monde, en Autriche, en Amérique, etc., où il y a des environnements qui sont reproduits pour ne pas être trop perturbants pour les patients. Et moi, j'ai imaginé tout un village, mais alors qu'il soit reproduit, alors vraiment avec une espèce encore une fois, de diligence et de discipline dans la reproduction, jusqu'au moindre bibelot près, et puis des portes cachées dans les murs. Il y avait un côté très... l'un de mes films préférés quand j'étais plus jeune, c'était Truman Show, et j'aime beaucoup cette idée d'un monde artificiel entièrement créé, comme ça, où il faut en même temps maintenir une espèce de secret ou de mensonge, mais qui n'est pas vraiment, parce que d'une certaine manière, les pensionnaires savent que c'est pas vraiment les années 50-60, que de toute façon, il n'y avait pas du flower power
partout dans un appartement dans les années 50-60. Ce qui m'intéressait vraiment dans Ashland, c'était de capturer non pas les années 50, 60, 70, mais la nostalgie qu'on a envers cette période. De ces années-là. C'était ça qui m'intéressait beaucoup, parce que j'en suis victime aussi. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et en même temps, ce qui me fascine aussi, c'est le fait que quand on pense à ces années-là, aux soi-disant 30 glorieuses, etc., on se souvient que de ce qui était glorieux d'une certaine manière. Et on apprend à l'école qu'en telle année, on a inventé la mini-jupe ou le jean. On se dit, waouh, c'était tellement important qu'on doit l'apprendre en cours d'histoire. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs. On fait 3 lignes, quoi. La guerre d'Algérie, moi, je l'ai quasiment découverte dans les parapluies de Cherbourg, finalement. Hein. Donc, c'est vraiment des choses qui m'intéressaient. Ça, c'était de penser à la manière dont on pense aux années 50, 60, 70. Et alors, donc celui-là, il est écrit sous forme d'un rapport de stage, donc c'est très très drôle aussi parce qu'il y a deux temporalités dans le roman. Et donc c'est l'histoire d'un jeune Valentin qui est envoyé pour faire son service civique dans le Nord. Il vient d'Albi et il est donc envoyé dans cette unité mnémosine. Et il doit annoncer à une octogénaire qui est atteinte d'Alzheimer que, contrairement à ce qu'elle pense, parce qu'elle pense avoir gagné un concours qui lui permettra de recevoir la visite de Françoise Hardy, mais Françoise Hardy comme elle était dans les années 60-70. Et donc, il faut lui annoncer ça, mais lui, il veut trouver le sosie de Françoise Hardy. Oui, parce qu'en fait, cet adolescent, Valentin, il ne connaît pas Françoise Hardy, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et en fait, il va découvrir ce que c'est. Et là, il découvre que la chose la plus cruelle au monde, c'est de dire à quelqu'un, Françoise Hardy ne viendra pas. Je crois que vous êtes tous d'accord. et donc, il décide, il peut pas, quoi. Il n'y arrive pas. Donc, c'est pas possible. Et donc, je vous propose de faire une lecture d'un passage de votre choix. Et bien, justement, c'est le moment où notre Valentin découvre Françoise Hardy. Alors, le docteur Perret, c'est sa directrice de stage, hein, Sola, qui l'enferme littéralement dans un placard pour qu'il mène à bien sa mission qui est d'écrire une lettre à la façon de Françoise Hardy. Le docteur Perret a ouvert le petit placard. Ses bras cliquetaient de bracelets. J'ai vu que le petit placard contenait quelques disques et également un autre objet. Le docteur Perret. Hop! Elle a sorti du placard une machine à écrire avec une feuille déjà dedans et elle l'a posée sur le petit bureau pentu. Puis elle a pris un disque dans le placard et elle l'a posé sur le tourne-disque. Le docteur Perret. Hop! Puis elle a soulevé le petit bras qui vient mettre le doigt sur le disque pour le faire jouer. Je ne sais pas trop comment expliquer. Le docteur Perret. Pour l'inspiration, allez, à plus tard. Elle a appliqué le petit doigt du petit bras sur le disque et elle est partie presque immédiatement en fermant la porte. Le disque a fait... Le disque a commencé à tourner. J'étais seule dans la toute petite pièce et ce n'est pas une situation qui est propice à un état d'esprit tranquillisé étant donné que je suis occasionnellement victime de claustrophobie. De plus, j'étais depuis une dizaine de minutes occupée à retarder ma crise de panique, mais les trains maintenant parcouraient mon bras gauche, j'entendais tout mon cœur qui sonnait comme des cloches. Le disque ne chantait pas, il parlait. Je me suis assis par terre sous la fenêtre. La petite pièce rapetissait. J'avais l'impression d'être emprisonnée dans du papier plié. C'était une crise de panique, moins forte d'une certaine façon que dans des endroits publics, parce qu'elle ne s'aggravait pas d'une humiliation, mais plus forte aussi d'une autre façon, parce qu'il n'y avait autour de moi aucune personne, et donc aucune humanité. Je l'ai vécu pendant 1 minute et quelques, mais cela m'a paru durer beaucoup plus longtemps. J'avais un cordage de sang dans la gorge. Le disque continuait à parler, mais je n'écoutais pas. J'ai fait toutes les stratégies, mais ça ne marchait pas. Et puis tout à coup, il s'est passé quelque chose qui m'a fait sonner le cœur. Notre rétrospective. C'est drôle, je sais ce qui va se passer, et pourtant, moi aussi, j'ai le cœur qui sonne de ce souvenir. J'ai peur de ne pas savoir bien l'expliquer. Fais de ton mieux. J'ai entendu une voix, et pas n'importe laquelle. Une voix qui chantait. Voix. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Elle a chanté cela, et puis un autre couplet que j'ai oublié. Note rétrospective. Je connais le deuxième couplet et vous pouvez le trouver facilement aussi. Je ne le mets pas ici car je suis respectueux du droit d'auteur, lequel m'autorise seulement un droit de citation courte. Ainsi, vous avez juste droit à des extraits comme un teaser, mais que cela ne vous décourage pas d'aller mener de plus amples recherches. Ensuite, il y avait un refrain. Voix. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Cette voix était celle qui avait parlé au début du disque et qui maintenant chantait. Et autant au début du disque je n'avais pas remarqué cette voix, autant là je remarquais cette voix.
Cette voix, je ne sais pas pourquoi, glissait à l'intérieur de moi comme de l'eau et j'étais tout rincé par cette voix. Elle ramenait à la gare les petits trains de terreur doucement. Il y avait une pureté dans cette voix, pas de dureté dans cette voix, rien de râpeux dans cette voix. La chanson était triste car la musique descendait, je ne sais pas bien expliquer parce que je ne connais pas la terminologie du solfège, mais en même temps il y avait ces « viens me retrouver » qui remontaient, je ne sais pas comment dire autrement, et ces « pense à moi » où le « pense » était appuyé pour aller vers le haut, je ne sais pas comment dire autrement. Ainsi je n'étais pas triste en l'écoutant, mais j'étais calme et remplie d'une sorte d'espérance. Bientôt, c'était fini. Voilà. Merci, parce qu'en plus vous chantez bien. Oui, c'était extrêmement bien, oui. Vous avez vu, c'est splendide. Merci Clémentine. Alors, tous ces romans, alors qui sont des romans jeunesse, parce que vous écrivez pour la jeunesse, mais il se trouve qu'en fait les adultes les adorent et qu'on les pique aux enfants, on les pique aux ados. Et vous parlez, vous, de romans familial. Voilà, parce que... Oui, alors je dirais pas pour tous pour les petites reines, je pense que oui, je lui attribuerais le terme de roman familial dans le sens où je l'imagine tout à fait, et ça a été le cas lu en audio-livre dans une voiture où il y a à la fois la petite sœur de 5 ans à qui il faut peut-être parfois boucher les oreilles, et puis le frère de 12 ans, et puis les parents, etc. Les autres, peut-être pas tous, mais H. Tendre aussi d'ailleurs, plus que Brexit et Songe peut-être. Et parce qu'en même temps, dans vos oreilles, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et vous disiez aussi que parce qu'il y a parfois des références que les ados ne saisissent pas forcément, mais vous dites, voilà, peut-être on peut revenir sur un roman et que vous écrivez aussi pour les adultes qui seront plus tard. Oui, bon, déjà les références c'est aussi vrai dans le sens, je pense que les adultes aussi ne saisissent pas forcément toutes les références, pas forcément parce qu'elles requièrent une connaissance, mais aussi parce qu'il y a certaines expériences qui parle plus fortement à certains âges de la vie ou au stade aussi comme ça. Donc je pense que de par ce fait-là, ça peut être le cas aussi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de voir que l'intertextualité en littérature jeunesse, elle fonctionne pas de la même manière qu'en littérature entre guillemets adulte. C'est-à-dire que on n'est pas forcément dans la joie ou de la reconnaissance de quelque chose qu'on aurait lu et qui est en fait une forme de joie qui vérifie qu'on a une culture. C'est ça, ça peut être ça, une joie intertextuelle, le plaisir de la reconnaissance, ouais. Mais en fait, en littérature jeunesse, c'est pas forcément le cas, et c'est même d'une certaine manière plus intéressant, je trouve, parce que par exemple, qu'on a, je sais pas, des albums d'Anthony Brown qui met en scène des Willy dans un endroit où il y a les tableaux de Magritte, par exemple. Si on était dans cette intertextualité de reconnaissance, on se dirait, bon, ok, ça s'adresse qu'aux 4 gamins et demi qui se battent en duel, qui sont allés au musée Magritte, qui on a présenté Magritte, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui est vachement intéressant, c'est que le gamin, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, quand il va être quelque part où il va voir un tableau de Magritte, il va se dire « Ah, mais c'était ça dans mon album !» Et cette joie de la reconnaissance, elle peut être postérieure, évidemment, à un livre. Et ça, quand on y pense, on l'a tous expérimenté. Enfin, moi, dans Astérix, je comprenais pas les 3 quarts des vannes, je les ai comprises bien plus tard. Et elles font rire à l'époque pour complètement d'autres raisons. Donc, je sais pas, moi, dans Astérix chez les Bretons... Ils commencent toutes leurs phrases en disant « je dis, virgule, blablabla ». J'ai aucune idée de pourquoi ils disaient ça, mais c'était drôle parce que c'est n'importe quoi de commencer une phrase comme ça. Donc ça, c'est rigolo quand on a 7 ans. Bien plus tard, quand on découvre la littérature anglaise et cette espèce de caricature de la voix aristocratique qui dit « I say », machin, il a dit « ah, mais c'est pour ça, il dit ça, je dis ». Et là, il y a une espèce de bonheur qui raccroche à l'enfance en se disant « il y a un truc de mon enfance qui est tombé ». Exactement à la bonne place, et c'est beaucoup plus gratifiant et émouvant d'une certaine manière que de se dire j'ai correctement reconnu la référence à telle œuvre dans une œuvre contemporaine, et la littérature jeunesse elle fonctionne beaucoup comme ça, je trouve. Alors merci, on a évoqué les romans et je voudrais maintenant qu'on aborde les albums, les collaborations que vous avez pu avoir avec des illustrateurs, et notamment voilà, il y en a eu plusieurs, donc La Louve, Les lettres de mon hélicoptère, Va jouer avec le petit garçon et Antoine Després. Donc voilà, il y a eu plusieurs albums. Est-ce qu'on peut nous dire comment ça se passe dans ces cas-là avec l'illustrateur et quelle relation vous entretenez ? Ça dépend vraiment des fois, parce que là, il y a des exemples de livres comme La Louve ou Les lettres de mon hélicoptère où le texte a été écrit avant l'illustration, oui. Et c'est l'éditeur qui s'est occupé, la maison d'édition qui s'est occupée de mettre en relation avec un illustrateur, une illustratrice. Dans le cas d'Anne Rouquette, par exemple, j'ai eu très peu de communication directement avec elle. Ça s'est fait beaucoup par le truchement d'Emmanuel Beul à Sarbacane. La
Louve, donc Antoine a illustré La Louve, et plus tard, Alice, les éditions Alice, notre éditrice Mélanie nous a dit mais vous voulez pas en écrire un autre, un peu dans la même ambiance? Et c'est là qu'on a, que j'ai écrit Ameline et que Antoine Després l'a encore illustré, donc c'était encore différent. Et Va jouer avec le petit garçon, alors là c'était totalement différent, c'était Emmanuel de chez Sarbacane qui m'a dit écoute, on a découvert une super illustratrice à Bologne, elle a gagné le concours de jeune illustratrice, etc. Est-ce que tu peux regarder ces images et t'en inspirer pour écrire un texte qui lui convienne parfaitement? Donc là, j'ai regardé son portfolio, j'ai regardé son book et j'ai vu qu'il y avait des super images de parcs et un peu de bazar, de trucs qui étaient dans tous les sens avec plein de petits détails. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'écrire une histoire de parc. Et là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait être? Je me suis souvenu du coup de mon souvenir le plus traumatique de parc. Je suis désolée, je vais vraiment traumatiser beaucoup de gens en rappelant ça aussi. Allez-y, traumatisez-nous. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit et que vous alliez au parc avec un adulte qui vous disait mais alors, t'es tout seul, tu veux pas aller jouer avec le petit garçon qui est là-bas? Et toi, t'es là, non, mais pas du tout, tout va bien. Et les gens, ils te forcent à y aller. Et donc, voilà, donc c'est un peu le seul livre que j'ai vraiment écrit à partir d'un traumatisme profond et que j'ai dédié à mes 2 tantes qui me faisaient ça avec une régularité particulière. Donc voilà, ça c'est Va jouer avec le petit garçon. On va passer du parc au jardin, parce que le dernier qui vient de sortir, alors voilà, entre-temps il y a eu Les Esprits d'Escalier avec Gérard Gerlet, mais le dernier qui vient de sortir donc chez Sarbacane, voilà, c'est Boucle de pierre. Et Boucle de pierre, là, c'est vraiment la rencontre de 2 auteurs, illustrateurs phares de la maison Sarbacane. Donc, c'est une rencontre avec Max Ducos. Et donc là, Max Ducos, jusqu'à présent, faisait à la fois les textes et les illustrations. Et vous êtes la première à qui il confie les textes d'un album. Et Boucle de pierre, c'est une pure merveille. C'est gentil, merci. Il est sorti il y a juste 15 jours. Et je crois qu'il y a eu une très belle expo à Bordeaux, puisque Max Ducos est originaire de Bordeaux. Et je crois qu'il y a eu sur des sucettes de Caux, il y a eu les planches des illustrations de cet album qui est absolument sublime, quoi. Et alors, comment ça s'est passé là, la relation avec Max Ducos, justement? Et alors, Max, c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis très longtemps parce qu'il était à mon tout premier salon, la fille totalement narcissique, au premier salon auquel j'ai participé dans ma vie, qui était en 2011, un truc comme ça. Et il y avait que 5 personnes là-bas. C'était un tout petit salon et j'étais avec Max et on s'est connus à ce moment-là. Alors lui, il avait déjà sorti plusieurs livres chez Sarbacane et moi, j'étais pas encore éditée chez Sarbacane. Et puis plus tard, on s'est retrouvés plein de fois et moi, j'ai toujours adoré les illustrations de Max. Je m'étais toujours dit, ça serait bien qu'on écrive quelque chose, que j'écrive quelque chose qui soit illustré par Max, etc. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, la plupart du temps, il fait toujours, en fait, il fait ses textes et ses illustrations lui-même. Et là, quand j'ai écrit Boucle de pierre pendant le dernier confinement, alors c'est l'histoire de statues qui ont les cheveux qui poussent parce que le coiffeur est pas disponible, donc je pense qu'encore une fois, je vais réveiller des traumatismes profonds. Et je l'ai envoyé à Emmanuel et elle m'a dit, est-ce que tu verrais quelqu'un particulièrement pour l'illustrer? Et ça m'est vraiment venu à l'esprit que c'était un livre pour Max d'une certaine manière parce que c'est tous ces sujets de prédilection, quoi. C'est-à-dire c'est la nature, une espèce de lenteur aussi parce que Max, même s'il y a plein d'actions dans ses histoires, il a une attention, il fait des grandes pages, il a une attention aux détails qui force à la contemplation, à la promenade dans les... On plonge dedans littéralement. Ouais. Et là, voilà, c'est ça, cette double qui est quand même vraiment extraordinaire du tout début où on se promène dans le parc, il y a plein de détails partout et il est allé avec son chevalet, enfin j'en sais rien, c'est peut-être pas un chevalet, mais dans le jardin public de Bordeaux pour faire des croquis. Et donc l'autre jour, quand j'y étais, j'ai pu voir cette statue qui ne ressemble pas exactement à ça. Il l'a un petit peu transformée. Parce que c'est un parc qui existe réellement? Ouais, c'est le jardin public de Bordeaux. D'accord. Parce qu'en même temps, ça pourrait être n'importe quel. Ça pourrait être n'importe aussi, parce qu'on peut reconnaître des petits morceaux du Luxembourg aussi. Oui, ça pourrait être n'importe quel parc. La Statue de la Liberté, c'est vrai que c'était très Luxembourg. La Statue de la Liberté, c'est le Luxembourg. Mais il m'a dit qu'il y en avait une à Bordeaux. Donc, on le croit sur parole. Et c'est effectivement plein de détails. Et notamment l'oncle, à un moment, on voit, il a des très bonnes lectures, puisqu'il est en train de lire Brexit Romance. Voilà. Et ça, c'est les illustrations de Max Ducos, effectivement. Et vos 2 univers se mêlent vraiment très bien, où c'est plein de détails, c'est plein de finesse, c'est plein de... Voilà, on s'y plonge et on s'y replonge. Merci. Voilà, c'est les 3 chérubins qui vont fonder un groupe de rock parce qu'ils ont les... Oui, c'est ça. C'est les petits gens. Ils sont 4 et ils ont les cheveux longs, donc c'est normal qu'ils fassent un garçon dans le vent, clairement.
La fameuse statue de la liberté. Voilà. Avec là une dame qui a aussi les cheveux qui poussent. Tout le monde. Hein. Alors maintenant, je vous propose qu'on parle des traductions, Clémentine. D'accord. Parce que ça fait aussi partie de. Enfin, c'est aussi l'une de vos casquettes. Donc vous êtes une héroïne de l'ombre et vous êtes devenue traductrice après avoir été autrice. Oui. Voilà. Et donc, vous avez une approche de la traduction qui est assez ludique, créative. Et vous dites que la traduction pour vous est une œuvre originale. Alors, vous avez traduit beaucoup de romans en vers libre, voilà, donc qui est aussi votre marque de fabrique. Et notamment celle des œuvres de Sarah Crossan, et dont la dernière de Tofi et moi est sortie il n'y a pas très longtemps, de Meg Rosoff et d'Elisabeth Acevedo. Voilà. Quelles sont les relations que vous entretenez aussi avec ces autrices ? Alors, Sarah Crossan, qui a été mon entrée en traduction littéraire, entre guillemets, j'ai déjà fait de la traduction pragmatique, je la connaissais déjà avant, et j'admirais beaucoup ses textes. J'avais adoré Swimming Pool, qui s'appelle en anglais The Weight of Water, qui est vraiment un livre d'une humanité est vraiment magnifique. Et en fait, quand j'ai publié Songez à la douceur, Rajo m'a approché, Muriel Couélan, l'éditrice, et elle m'a dit, écoute, on a vu que tu as publié un roman en vers. Nous, on aime beaucoup ce que fait Sarah Crossan, mais on hésite à les acheter pour les mettre en France et tout. Et là, j'ai fait un truc que je fais jamais. Je lui ai répondu, mais écoute, achète-les. Et moi, je te fais un essai de traduction. Oui. Et elle m'a dit, ok, j'ai fait l'essai de traduction. Et après, j'étais vraiment dans mon élément avec ce type de traduction. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de résonance qui se faisait, et ça c'est vraiment un truc qui est difficile à expliquer, mais les traductions qu'on choisit, parce que je suis dans une position très privilégiée de pouvoir choisir mes traductions, c'est souvent des moments où on sent qu'on a une espèce de résonance, qu'on peut les traduire avec justesse, parce qu'on va être à la bonne distance, ni trop près ni trop loin de ce texte. Et Sarah Crossan, souvent ses voix, elle me parle de cette manière-là, quoi. On a Caribou Baby là de Meg Rosoff qui est super drôle, complètement chelou ce livre. Il est trop drôle, il est tout fin, complètement délirant. Et Elisabeth Acevedo, donc The Poetex, signé Poetics, qui parle d'une jeune dominicaine américaine qui va devenir slameuse en écrivant ses propres textes, et qui a vraiment un livre avec un souffle ahurissant. Et donc voilà, donc c'est des traductions très différentes. Quel rapport j'entretiens avec les autrices ? Sarah, je la connais, je l'ai vue plusieurs fois, mais c'est loin d'être une amie proche. Elisabeth Acevedo, je lui ai fait coucou sur Insta pour me présenter. Et Meg Rosoff, je la connais par d'autres biais, parce que dans le centre de littérature jeunesse où j'étais à Cambridge, elle venait relativement régulièrement. Elle sait qui je suis, mais je veux dire, c'est pas du tout des amis proches, hein, loin de là. Hein. Et en même temps, Elisabeth Acevedo, là, vous avez effectivement traduit, signé Poète X, et les deux univers, c'est un univers qui est assez noir, hein, celui d'Elisabeth Acevedo, c'est quelque chose d'assez dur, et en même temps, on sent votre patte quand même sur certaines de ces traductions, dans la richesse du vocabulaire, dans la précision que vous pouvez avoir. Et là, je crois que vous avez traduit celui-là, et qu'il y en a deux autres qui sont en cours. Oui. Donc c'est le début comme avec Sarah Crossan. Ouais, j'espère. Moi, j'aime bien l'idée de suivre une autrice. Alors, c'est pas toujours possible et c'est pas toujours le cas, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est important, et au moins de donner l'occasion de le faire aux traducteurs et traductrices. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je pense parce qu'il y a tellement d'impératifs de publier très vite, de publier plein de traductions différentes. Mais je trouve qu'on arrive à un vrai travail, à une vraie connaissance de l'œuvre d'une autrice quand on lit tout et qu'on le lit avec une telle attention qu'on le réécrit, quoi, qui est la traduction. Et après, pour ce qui est de la voix, pour moi, il y a vraiment une voix traductoriale qui doit être assumée. C'est-à-dire que je suis pas du tout partisane de ces idées qu'un texte traduit doit se lire comme s'il était écrit dans la langue cible, comme s'il était écrit originalement en français, qu'il fallait absolument effacer tout ce qui pourrait être de l'ordre de la présence d'une double voix, de la présence d'une langue qui existait. Moi, j'aime bien garder des aspects de la langue qui nous rappellent, encore une fois, c'est peut-être mon obsession avec l'artificialité littéraire aussi, qui nous rappelle que ça n'a pas été écrit en français, justement, qu'il y a un truc qui fait que c'est pas tout à fait français, et puis qu'il y a eu un truchement, qu'il y a eu une lecture, parce qu'une traduction c'est une écriture, mais c'est d'abord une lecture, c'est-à-dire qu'il faut être lectrice pour être traductrice. Il faut comprendre ce qui se passe au niveau de la poétique, par exemple, quand on traduit du vers, ou ce qui se passe au niveau de la structure de l'histoire quand on traduit de la prose. Enfin, et donc une traduction est aussi d'une certaine manière un commentaire critique
pratique, parce que c'est aussi une lecture spécifique d'un texte. C'est pour ça que, moi, ça me fait toujours rigoler quand les gens disent « mais tu te rends compte, les traducteurs littéraires, ils ont confié tel passage à 10 traducteurs différents, et il y avait 10 traductions différentes. » Oui, tant mieux. Sinon, ce serait vraiment problématique. Il y aurait peut-être un truc à regarder. Donc, non, j'aime bien ça. Oui, vous l'écrivez dans cette subtilité, justement, de ce que ça doit être. Vous écrivez « La traduction, c'est de l'écriture, de la lecture, de la sensibilité, de la logique, beaucoup de casse-tête, des eureka occasionnels, toutes les joies et les frustrations de se dire presque la même chose, selon les mots d'Umberto Eco, où tout l'acte de traduire est contenu dans ce presque. Ouais, ça vraiment, cette phrase dire presque la même chose d'Eco, pour moi, c'est la meilleure définition de la traduction, parce que ça veut tout dire, en même temps, ça laisse une possibilité infinie de ce qui peut se cacher dans ce presque la même chose. Et j'ai jamais trouvé de meilleure définition de la traduction que ça. Et alors, vous animez, vous, des ateliers de traduction poétique, justement pour faire naître cette langue. Et est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc c'est des ateliers de traduction littéraire, poétique que je fais dans des classes. Alors ça peut être avec des tout petits, avec des très grands. Et l'idée, c'est de travailler à partir... Alors parfois je peux utiliser un passage d'Elisabeth Acevedo, par exemple. Et d'abord, ce qu'on va faire, c'est élucider le sens... Alors au niveau, entre guillemets, littéral, même si nulle traduction n'est vraiment littérale, mais bref. Donc on va élucider le sens, on va deviner certains mots, s'ils ressemblent un peu au français, parfois c'est des pièges. On va essayer de poser des questions et on commence à définir des arbres ou des nuages de mots où on va avoir plein de synonymes. On va dire, tiens, mais là, ils disent tel mot, mais qu'est-ce que ça pourrait être les synonymes de ce mot-là ? Alors on va en mettre plein comme ça sur le tableau. Et peu à peu, on va arriver à une traduction littéraire d'un texte, et sans que ce soit nécessaire du tout pour les personnes qui le font, pour les enfants et les ados, d'être très fort en anglais ou en la langue dont on le traduit. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce processus d'élucidation du sens du texte, pour ensuite vraiment se concentrer sur le processus d'écriture, donc de réécriture, qui est l'essence de la traduction. Et là, ce qui est magique, c'est que dans une classe de 4e, on va avoir, à chaque table, moi je l'ai fait vraiment bosser en groupe, à chaque table, on va avoir une strophe différente d'un poème d'Elisabeth Acevedo, et avec des sensibilités propres, avec des eureka occasionnels, avec des trucs un petit peu maladroits, et les uns les autres, ils vont s'écouter, faire des commentaires, dire ah ouais là toi t'as choisi de dire un tu, moi j'aurais plutôt mis un vous parce que t'as vu c'est un peu plus formel. Enfin, il y a un vrai commentaire littéraire qui émerge de la pratique de la traduction littéraire. Et ça c'est vraiment une expérience que j'adore faire, et je trouve ça fascinant aussi d'assister au processus intellectuel et littéraire qui sont à l'origine de ces textes aussi entre les enfants. Et ça, vous l'enseignez, je crois, aussi en Angleterre ? En fait, c'est l'objet de ma recherche. Oui, donc, ce que je fais occasionnellement quand je fais mes ateliers, c'est que je pose des dictaphones sur les tables. Les enfants sont prévenus. Et j'écoute ce qui se raconte. Et c'est très intéressant parce qu'ils se disent plein de choses sur la manière de traduire le texte, aussi plein de choses qui n'ont rien à voir avec le texte, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Ils se grondent les uns les autres. Ils disent « Ah mais ouais, c'est trop bien comme idée !» Ils relisent le texte. Ils le répètent comme une espèce de truc en boucle. Et on assiste vraiment à leur processus de pensée. Donc ça, c'est vraiment un aspect de ma recherche qui me plaît beaucoup, c'est d'écouter mes petits enregistrements. Et puis le fait qu'ils construisent à plusieurs aussi. Bien sûr, ouais, le travail collaboratif, c'est vraiment très très crucial, je pense, dans ce genre de choses, parce qu'ils peuvent vraiment proposer des choses, les sous-peser par rapport à ce que disent les autres. Il y en a un qui va être très fort pour trouver des synonymes, par exemple. Il y en a un autre qui va être très fort pour qui va toujours dire ah non mais ça fait pas le bon nombre de pieds, compte 1, 2, 3, non mais écoute ça fait pas 4, 5, 6, ça fait pas bien. Et puis il y en a toujours d'autres qui vont être plus forts pour ce qui concerne la sensibilité, l'émotion, et en groupe on arrive à des choses vraiment exceptionnelles en traduction. Alors effectivement, avec une part de création, et on le voit dans les différents ouvrages. Mais alors par contre, là, Clémentine, vous avez traduit l'Ikabog, et là, à l'inverse pour les autres, là on vous sent extrêmement, extrêmement respectueuse dans une forme beaucoup plus classique, et voilà, c'est formidablement bien écrit, formidablement bien traduit, bien évidemment, mais on sent qu'il y a moins la liberté d'interpréter. On vous sent beaucoup plus docile sur ce coup-là. En fait, ça c'est un truc très intéressant dans les traductions, c'est que les traductions sont en partie, la facture esthétique d'une traduction, elle n'est pas dans un vide, elle dépend aussi d'un contexte, d'un contrat, etc. Et c'est très palpable pour une traduction comme l'Ikabog, qui est vraiment une représentation extrême de ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire qu'un livre comme l'Ikabog,
Alors, j'aime pas parler de traduction littérale, j'aime pas parler d'un truc fidèle, parce que vraiment, la fidélité en traduction, c'est un concept qui est vraiment casse-tête et casse-gueule. Mais le degré de contrôle qui peut s'exercer sur une traduction de ce type, ça peut vouloir dire, par exemple, qu'on ne change pas l'ordre des adjectifs. Ou alors que si on le fait, il y a vraiment une raison qu'on peut défendre absolument de le faire. Donc, avec l'éditrice de chez Gallimard, Aurélie, on était tout le temps au téléphone pendant 2 heures, 3 heures de suite à passer sur chaque phrase, sur chaque mot, sur chaque ligne. Et quand il y avait des moments où j'avais proposé peut-être des mots qui n'étaient pas tout à fait dans les cordes, on se posait la question, alors c'était pas du tout une manière de dire non, hors de question, c'était plutôt est-ce qu'on peut vraiment défendre ce choix de traduction ? Si jamais on nous mettait le nez dessus en nous disant cette ligne-là, comment vous osez ? Est-ce qu'on peut défendre ce choix ? Et c'était un travail du coup complètement différent parce que on travaillait comme pour quelque chose qui était toujours déjà scruté derrière nous. Évidemment, il fallait faire très attention sur ce qui était même pas seulement des oublis, parce qu'un oubli en traduction, ça peut vouloir dire qu'on oublie la moitié d'une phrase, ça arrive, c'est terrible. En général, on le chope, mais de temps en temps, non. Mais là, évidemment, il n'était pas question d'avoir des oublis. Mais parfois, il y a des choses qui ressemblent à des oublis, mais qui ne sont pas des oublis. C'est des choses qu'en traduction, on décide de laisser de côté parce que, par exemple, les Anglais et les Américains, ils sont toujours en train de faire des trucs avec leur corps dans la littérature. Je ne sais pas pourquoi, l'anglais est une langue qui adore nous raconter que quelqu'un est debout dans un couloir, que quelqu'un haussa les épaules. Et donc, littéralement, tous les dialogues en anglais, ça se dit d'accord, opina-t-il. Oui, haussa-t-elle les épaules. Je ne suis pas sûre, tourna-t-elle les talons avant de sortir de la pièce. Et enfin, au bout d'un moment, on est là, non, mais c'est bon, quoi. Donc, quand on est un peu normal dans une traduction normale, honnêtement, on en sucre des trucs comme ça. Parce qu'en français, c'est bizarre. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, cette personne était debout dans un couloir, en français, ça sonne comme si tout le monde était en train de faire le poirier, quoi, et c'est la seule personne qui est debout. Alors qu'en anglais, c'est une manière normale d'expliquer que la personne est dans le couloir. Donc, ça, c'est pas des oublis, c'est des décisions de traduction qui sont tout à fait normales. Avec une traduction comme Licabog, il faut à chaque fois se demander, ouais, mais en fait, on va quand même le laisser, ce sourire-là. Oui, mais ce hochement d'épaule, on va quand même le laisser. Oui, mais ça. Et du coup, c'est ça aussi qui en fait, voilà, la traduction que c'est. Et bien sûr que ça se ressent dans la facture du texte, dans la manière dont c'est reçu. Il faut aussi dire que c'est un texte qui est très formel dans sa version source. Hein. C'est un texte qui est écrit vraiment comme un pastiche de romans du 19e. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. J'adore ce type d'écriture. Mais c'est avec un vocabulaire très élevé, un registre très soutenu, énormément de vocabulaire, une syntaxe complexe, vraiment complexe, et c'est, enfin, ça faisait partie de la traduction de rendre ça aussi. Hein. Oui, alors, et puis en plus, il a été écrit dans une période un peu particulière, Licabog, par J.K. Rowling. C'est-à-dire que 13 ans après le dernier volume d'Harry Potter, pendant le confinement, elle a publié en ligne et accessible gratuitement des épisodes de Licabog jusqu'en août 2020. Et c'était associé à un concours de dessin. Donc, on retrouve les dessins dans l'œuvre. Et voilà. Et c'est sorti après en France en décembre. Donc, c'était assez rapide. Mais alors, vous, du coup, vous receviez les choses. Concrètement, ça s'est passé comment, quoi ? Vous receviez au fur et à mesure ? Vous avez reçu l'ensemble ? On avait le grand privilège d'avoir le manuscrit complet. Heureusement, parce que. Non, on a quand même eu la version complète du manuscrit, même s'il y avait encore quelques petits changements qui ont pu se passer. Alors voilà. Alors après, quand on possède une version, en fait je dis possède, mais je l'ai jamais possédée. Pour une Potter maniaque. Elle était en ligne derrière, je vous raconte même pas, 13 pare-feu, entrer là-dedans, c'était pire que Gringotts, quoi. Si, racontez-nous. C'était rigolo, parce qu'il y avait, donc on avait des mots de passe qui étaient envoyés par texto, d'autres qui étaient envoyés par WhatsApp. C'était des mots de passe, en plus, mais moi qui ai du mal avec les trucs de chiffres, c'était vraiment votre code Wi-Fi d'il y a 7 ans. C'était ça. C'était vraiment c'est l'un des mots de passe. Après, il fallait se mettre dans une disposition d'esprit favorable, interroger 30 fois les étoiles, regarder, faire des tours sur soi-même. Enfin, franchement, c'était incroyable la manière d'entrer dans ce truc. Et une fois qu'on entrait dans le document, évidemment, il y avait une watermark énorme avec écrit Clémentine Beauvais, French translator, ou un truc comme ça. Parce que si jamais j'essayais de le prendre en photo avec mon portable et de le mettre sur tous mes Instagram, Twitter, etc., ce que évidemment ils sont nombreux. Et ben là, c'était clair que c'était de moi que la fuite venait. Et là, je peux vous dire que j'aurais douillé financièrement, ou peut-être Gallimard, je sais pas exactement. Et puis voilà. Et puis nous-mêmes, quand on faisait notre traduction, elle n'était pas sauvegardée sur nos ordinateurs. Je la sauvegardais sur une petite clé USB en forme de personnage de Star Wars que ma sœur m'a fait il y a quelques Noëls. Et surtout, je la sauvegardais sur un serveur externe qui avait été créé par Gallimard pour le faire, etc. C'était très intense. C'est bien parce que ça donne l'impression d'être un espion. Oui. Je ne le serais jamais parce que je suis beaucoup trop froussarde. Là, ça me donnait une espèce de petite excitation. C'était bien.
Oui, puis c'était pas rien quand même. Puis là, vous boucliez la boucle de la traduction, des premières traductions de quand vous aviez 11 ans. Ouais, alors c'était très émouvant de ce point de vue-là. Oui. Ouais, c'était vraiment super émouvant parce que c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quelques jours après qu'on m'a proposé la traduction où je me suis dit, mais dis donc, enfin, au fait, si j'avais dit ça à la pied de fée. Puis là, je suis pas très facilement bouleversée, mais j'ai quand même eu ma petite larme de joie. Et puis c'était quand même compliqué parce qu'évidemment tout le monde sait ce qui s'est passé ensuite avec la traduction avec Rowling, où en plein milieu de la livraison quotidienne des chapitres, elle commence à publier sur Twitter des tweets que j'ai comme beaucoup estimé être absolument transphobes et qui ne faisaient que confirmer des choses qu'on savait déjà d'elle auparavant, mais donc mais qui le faisaient quand même de manière extrêmement inopportune par rapport à la publication de ce texte et ça m'a mis dans une position extrêmement étrange parce que j'étais à la fois en train de faire une traduction qui était extrêmement scrutée, où j'avais été très mise sur le devant de la scène d'une certaine manière comme la traductrice de ce texte, où depuis littéralement 10 ans, dans chaque interview, je répète que je suis fan de Rowling, que je suis fan d'Harry Potter, etc., etc. Et d'un coup, la traduction prenait une portée politique qui était qui obligeait à une réflexion très forte sur la réponse à apporter. Et c'était une expérience extrêmement étrange, stressante, intéressante aussi. Maintenant que je suis plus dedans, que j'y ai beaucoup réfléchi, que j'en ai beaucoup parlé avec plein d'amis, et puis que j'ai apporté une réponse sur mon blog, etc., je peux le voir avec plus de distance. À l'époque, c'était vraiment, j'en perdais le sommeil, quoi. C'était vraiment très, très, très particulier comme contexte. Hein. Et vous avez pu avoir des échanges avec J.K. Rowling? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui on a des échanges, malheureusement. Bon, parce que elle est très, très protégée. Elle a raison, d'ailleurs. Elle se protège beaucoup, beaucoup. C'est un peu étonnant parce que Rowling, moi, j'ai vécu avec elle mentalement dans ma tête pendant des années, comme beaucoup, beaucoup de fans d'Harry Potter, où vraiment, elle ne s'adressait jamais à personne, nulle part. C'est-à-dire qu'on scrutait son site pendant peut-être 10 ans, 15 ans, on scrutait son site, et quand il y avait le moindre changement, c'était répercuté sur tous les sites de fans, mais des trucs minuscules. Genre, elle a rajouté une phrase sur un personnage secondaire du 3e tome, on disait « Waouh, elle a dit un truc !» Et on attendait ça comme la pitié, quoi. Et puis d'un coup, elle s'est mise sur Twitter. Et au début, on disait « Ah là là, elle est sur Twitter !» Après, elle disait plein de backstory de tous les personnages. On disait « Ah là là, elle a dit des choses !» Et en fait, au bout d'un moment, elle a fini par parler. Et il y a eu une espèce d'avant et après Twitter pour Rowling, où maintenant, elle est à la fois très présente dans ce qu'elle dit, et en même temps, elle est toujours pas plus accessible. C'est pas comme si elle faisait des signatures, c'est pas comme si elle faisait des rencontres, des choses comme ça. Donc elle a cette espèce de discours qui vient beaucoup plus qu'avant. Et je pense que c'est aussi beaucoup ce qui a été difficile pour nous Pottermaniacs à gérer. C'était à la fois le fait qu'elle devenait une personne normale qui parlait beaucoup, alors que nous on l'avait tellement rêvé. Que c'est toujours bizarre. C'est comme quand on voit la personne qui parle à la radio. Vous voyez, c'est pas vous, c'est pas possible. Très bien. Et vous avez traduit aussi lors de certaines de vos œuvres, et je pense notamment aux Petites Reines, puisqu'il a fallu que vous fassiez l'exercice inverse qui est quand même atypique, genre en matière de traduction aussi. Ouais, parce que c'est une gymnastique, parce que vous êtes traduite aussi dans plusieurs langues. Donc voilà, comment vous qui êtes parfaitement bilingue, comment ça se passe c'était très dur la traduction des Petites Reines en anglais. Je l'ai fait en partie parce que c'était le souhait de l'éditeur et je suis contente de l'avoir fait et l'éditeur a été vraiment très très bien. Mais c'était difficile et je trouve que quand même, bon déjà on traduit pas dans sa langue non natale, c'est un peu la règle. Et moi c'est vraiment ma langue non natale. Oui, c'était la vôtre justement. C'était pas du tout ma langue natale l'anglais. Donc même si je le parle, je veux dire c'est pas pour ça que je ferai une bonne traductrice du français vers l'anglais. Et c'était très difficile parce que Les Petites Reines, c'est vraiment un livre éminemment que, par définition, j'aurais pas écrit en anglais. Donc, quand il s'est agi de le réécrire en anglais, c'était compliqué. Et quand Songe à la douceur a été traduit en anglais, là, pour le coup, j'ai vraiment demandé, mais s'il vous plaît, est-ce que ça peut être pas moi, mais un poète, un auteur qui est anglais, qui le traduise. Et ça a été traduit vraiment très, très bien par Sam Taylor. On a vraiment fait une collaboration. On le faisait beaucoup ensemble, mais c'était vraiment lui qui a fait la traduction. Et puis, moi, je faisais des commentaires. J'ai aussi fait des ajouts, des réécritures de certains passages en français qu'il a ensuite traduit en anglais, etc. Donc c'était très collaboratif, mais c'est pas moi qui l'ai traduit. Oui. D'accord. Alors l'actualité fait que demain, très précisément, en fait, le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, et que je sais que vous l'avez dit, vous ne l'avez pas fait exprès, mais aujourd'hui, il y a un livre qui est votre premier recueil adulte qui est publié. Il sort aujourd'hui. C'est Décomposé. Et donc, vous avez écrit à partir du poème Une charogne.
Et voilà, donc vous m'avez dit non, je vous jure, je l'ai pas fait exprès. J'ai pas écrit Songe à la douceur pour l'année Pouchkine ou pour les petites reines pour l'année du boudin ou voilà. J'entends. Et vous qui êtes si fraîche, si pétillante dans vos romans jeunesse, là, c'est une noirceur dans ce recueil adulte c'est magnifique. Donc, vous imaginez qui est le cadavre en putréfaction du poème Une charogne, et vous lui donnez une vie. Donc, c'est Grâce, qui est tour à tour une grande sœur. Oui, une grande sœur, une prostituée, une couturière, une chirurgienne, une faiseuse d'anges et puis une tueuse en série. Oui, elle suit là où la porte son aiguille tout au cours du siècle, tout au cours du 19e. Ouais, c'était un livre dont l'idée en fait m'était venue il y a très longtemps, parce qu'au lycée, quand j'ai découvert Une charogne, je pense comme beaucoup de gens, j'étais très bouleversée par ce texte parce qu'il est quand même incroyable, quoi. C'est vraiment un poème. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de Baudelaire. C'est très discutable tout ça évidemment, mais c'est là où ça va le plus loin dans la présentation sublime d'un truc ignoble. Et en même temps, la fin à chaque fois m'hallucinait, c'est-à-dire quand vous serez morte, ma beauté, ma muse, etc. Il l'appelle de manière 30 000 la reine des grâces, etc. D'où vient d'ailleurs le nom de la charogne. Allez dire au ver de terre que moi je vous aimais très fort, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Et alors c'est à la fois drôle et terrible. Et moi j'imaginais, mais franchement, si j'étais la nana qui Baudelaire adresse ce poème, je mais quel goujat. et donc je me disais, ça serait rigolo d'orchestrer une petite réponse à Baudelaire là-dessus. Puis finalement, quand j'y ai repensé, je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir le point de vue aussi de qui était cette charogne. Alors évidemment, je pense que c'est plutôt une charogne d'animal dans le poème, mais je me suis dit, si c'était pas une charogne d'animal, si c'était vraiment les jambes en l'air comme une femme lubrique, pourquoi pas une femme lubrique justement, enfin une femme du moins, et qu'elle raconte sa vie pendant qu'elle est en train de se décomposer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie, et peut-être qu'elle va réussir à s'adresser aussi dans cette espèce d'humeur qu'elle devient à la muse de Baudelaire qui se promène à son bras et qui va avoir connaissance de son histoire. Donc les deux entrent dans une espèce de dialogue, et il y a une espèce de passage de témoin narratif qui fait que c'est la muse qui va se retrouver aux commandes de l'écriture de cette histoire de charogne, quoi. Oui, il y a un enchevêtrement, et là comme on dit, à chacun de vos ouvrages il y a des trouvailles. Là c'est encore plein de trouvailles et d'enchevêtrement. Il y a des dialogues entre Baudelaire et sa muse Jeanne Duval, et voilà, quoi. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un passage, Clémentine, s'il vous plaît? Oui, je vais lire un moment où donc on a la présentation de Jeanne, qui est la muse de Baudelaire. Ça, c'est pas forcément historique d'ailleurs, on ne sait pas qui c'était, sans doute pas elle d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est pas un livre d'histoire. Et donc on parle de Jeanne, et ensuite, justement, il y a un petit dialogue entre Charles et Jeanne qui viennent de voir cette charogne. Jeanne des îles, née près de la mer, là où le soleil est plus blanc que neige, là où la mer est chaude comme un bain, loin. Tu es ce qu'on appelle une beauté exotique, prisée parce que son voisinage évoque aux hommes les exhalaisons du rhum, les typhons, les femelles de bêtes sauvages griffues, et ses fleurs en forme de sexe de femme, pistils crochus, et le lys des bois rares, les longues plages où le prochain bateau n'est pas encore en vue. Ton poète déplie pour toi cet éventail, Jeanne des îles. Pour lui, tu es l'île, et tout ton corps est île. Toute ta peau sable chaud et parfum et plantes et animaux piqués dessus. Et puis sa bouche à lui, elle est comme les caravelles qui accostent dans les encoches des côtes, fichent l'ancre dans les coraux. À la descente, les chaloupes perlent la baie, dénichent les richesses. Tu portes ses désirs dans tes ombres et dans ta souplesse. Sur ta peau, le poète dépose une résille de salive, sur ta feuille, des traits d'encre. Il te mangerait bien, tu dois avoir un goût de mangue, mais une muse, c'est comme les lobes, ça ne se gobe pas tout rond, ça s'entretient à coups de langue. Celle de ton poète est leste. Tu te demandes parfois, que restera-t-il de son œuvre, de moi, quand on sera depuis longtemps parti ? Je te promets, par cette vision que j'ai ici, et qui va loin au-delà du sentier, qu'il restera beaucoup, on le connaîtra bien, ce sera l'un des grands, tous nos enfants l'annonneront, tous nos adolescents recopieront ses vers, et toi, on te connaîtra grâce à lui. Tes cheveux et ta peau et tes odeurs hanteront d'autres lieux, d'autres époques, tu seras dans la bouche d'autres hommes qui, comme lui, te rediront, te redonneront vie. Charles. Vous pensez encore à cette carcasse, Jeanne.
Laquelle donc ? Mais enfin, celle qu'on a vue, celle qu'on a sentie, les jambes en l'air, la puanteur si forte, celle qui a failli vous faire défaillir sur l'herbe. Vous crûtes vous évanouir. Pas un instant, je ne crus m'évanouir. Allons bon sur l'herbe, Jeanne, j'ai bien senti votre bras mollir. Pas une seconde, je ne crus m'évanouir. J'ai vu vos joues pâlir, Jeanne. Vous crûtes vous évanouir. Pas un instant, pas une seconde, je ne crus m'évanouir. Jeanne, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, pas la peine de me mentir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Jeanne, vous riez, pourquoi riez-vous ? Mais parce qu'enfin, qui dit crûte ? Qui, avec sérieux, peut dire crûte ? Crûte est un mot qui fait rire. Non. Jamais tu ne crus t'évanouir. C'est le poète, c'est lui qui manqua défaillir. En me voyant, en me sentant, cette poussière de moi dans un creux de sa gorge, aigre comme un fromage blanc, moi j'ai goûté sa bile sur sa glotte, mercure jaune. Il crut s'évanouir. Et c'est ton bras qui l'a porté. Toi, des charognes, tu en as vu d'autres dès l'enfance, cette enfance pleine de mystères, sur les terres conquises. Charogne de bœuf, charogne de cheval, un jour une charogne de raie, oubliée à un crochet, souriant, spectre blanc, au boyau débobiné, maillon violine, tout au bout le boulet crème de la vessie. Cadavres humains, tu en as vu aussi, de tous les âges, pêcheurs échoués sur la plage, tas de gelées, enfants dégringolés des arbres, comme des abricots et de très vieilles personnes, la peau de cette griseur tendre des souriceaux. Tu as enterré tant de corps dans ce que Charles appelle tes îles paresseuses. Il en aurait fallu bien davantage pour que tu crusses t'évanouir, toi, sur l'herbe verte, vert petit pois, du petit bois, au détour d'un sentier à cause de moi. Moi non plus, à ta place, je n'aurais pas cru m'évanouir. Ils auraient paré à ma défaillance, tous les cadavres de ma connaissance, depuis le frère. Il y en a eu des charognes, Jeanne, dans nos vies, les corps de grands bourgeois mangés par les substances, le corps des putes et des enfants des putes, des vieilles voisines et des anciens amis. Ce n'est pas nous qui crûmes, Charles, c'est vous qui crûtes. Voilà. Merci. Alors, vous avez un rapport particulier à Baudelaire ou pas ? Parce que Songe à la douceur, c'est quand même une belle invitation au voyage. Et on s'est amusé l'autre jour parce qu'on parlait de la statue de Baudelaire qui est dans le jardin du Luxembourg, devant le collège lycée Montaigne où vous avez étudié. Et vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas remarqué. Et donc, ça faisait complètement écho à Boucle de Pierre. Et je crois qu'effectivement, on peut penser que les statues ont une vie autonome, à part entière. Donc, mais quand même, au-delà de ça, voilà, quel rapport vous avez à Baudelaire ? Mais j'ai toujours beaucoup aimé Baudelaire, hein, vraiment énormément. Enfin, au lycée, j'apprenais par cœur ses poèmes. J'ai toujours, par exemple, c'était vraiment mon poète préféré de très loin, hein, beaucoup plus que Rimbaud, beaucoup plus que les autres qu'on faisait à l'école, beaucoup plus qu'Hugo, mais alors vraiment dans des proportions pas du tout comparables. J'allais sur sa tombe au cimetière du Montparnasse pour aller le voir et lui rendre visite. Alors c'est très mignon. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait beaucoup de petits mots sur sa tombe de gens qui disaient Charles, je t'aime trop, t'es trop un beau gosse. Et ça, c'était j'avais quand même une grosse fascination pour Baudelaire, pas trop pour sa vie en fait, ça je m'en fichais un peu. Par contre, vraiment ses poèmes, je pense qu'il y a quelque chose qui frappe beaucoup dans cette laideur belle ou cette et puis il avait pas le côté un peu fanfaron de Rimbaud qui m'exaspérait un peu, que je trouvais, enfin un poème comme Le bateau ivre, pour moi ça me parle pas assez, c'est trop compliqué, c'est trop, il y a des machins, ça fait un peu explosion, mais chez Baudelaire, il y avait un côté hyper incarné qui me parlait beaucoup. Et Songe à la douceur, très honnêtement, c'est un titre auquel on est arrivé tard, hein. Au début, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait vraiment Eugène et Tatiana, mon éditeur n'en voulait pas, du titre. Et on a réfléchi, et moi je me suis dit, ce serait bien que ça soit un vers de poésie classique française pour le coup. Et c'est moi qui suis tombée sur Songe à la douceur, en y réfléchissant, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ça fonctionnerait bien. Et au début, Thibaut, il était pas très chaud, il m'a dit, non, mais la douceur, c'est un peu gnangnan. Et finalement, j'en suis assez contente de ce titre. Et voilà. Et puis là, c'est sûr qu'on retrouve Baudelaire avec des composés. Et c'est pas complètement un hasard. C'est vrai que c'est vraiment un poète que j'admire beaucoup, hein, c'est sûr. C'était un traducteur aussi, celui d'Alain. Oui, ouais, particulier quand même Baudelaire comme traducteur. Hein. Non, mais c'est sûr, bien sûr. Et puis passionné de culture anglaise, ou anglophone du moins, plus généralement. J'ai appris aussi récemment qu'il avait écrit des essais sur Wagner. Enfin, le mec, il était complètement, il était à tous les endroits importants de son époque, quoi. En tous les cas, ça pouvait pas mieux tomber là, pour cette année. Oui, c'est un heureux hasard pour son anniversaire. J'espère qu'il est content parce qu'en plus, quel portrait flatteur. Alors, est-ce qu'on peut parler là de votre actualité ? Parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses cette année, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à venir.
Et notamment, donc, on a parlé des traductions d'Elisabeth Acevedo encore. Oui, alors je ne sais pas exactement quand elles vont sortir, mais il y a le deuxième qui s'appelle Sur le vif, qui est un roman en prose qui parle d'une jeune fille qui fait de la cuisine, qui va sortir, je pense, dans pas trop longtemps. Et puis là, le troisième qui s'appelle Clap When You Land. Je ne sais pas comment on va l'appeler en français encore. Et ça se passe, ça parle d'un accident d'avion. Ça part de là, mais ça parle surtout de deux jeunes filles qui se découvrent quelque chose de commun, que je ne vais pas spoiler, ça serait dommage. Et ça, je pense que ça sortira l'année prochaine, mais pas tout de suite. Et alors, vous m'avez parlé d'un jeu littéraire également ? Oui, un gros jeu littéraire qui est basé sur Sherlock Holmes. Alors c'est avec des animaux dans Baker Street qui résolvent des énigmes. Et ça, c'était vraiment très chouette. C'est un projet que j'ai fait avec un ami à moi qui est lui concepteur de jeux de société, notamment de jeux très littéraires. Il s'appelle Dave. Alors je sais pas, il y en a certains qui qui connaissent peut-être Pandémique, qui est un des grands jeux de société, de stratégie, etc. Et il en a écrit des scénarios, par exemple. Et là, c'était vraiment l'équivalent d'écrire 7 petits livres pour enfants d'intrigues, d'énigmes, avec plein de possibilités différentes pour mener l'enquête. Et on se retrouve dans Baker Street. Et dans Baker Street, il y a plein de choses qui se passent entre les animaux. Et on doit trouver qui a fait le coup. C'est assez sombre, c'est assez chouette. Et c'est vraiment un jeu familial, pour le coup. Il faut y jouer avec les enfants, les parents ensemble. Il y a plein d'indices. C'est un super concept. C'était très intéressant d'écrire ce type de Et vous savez quand ça va sortir ou en fait, la sortie avait été retardée. C'est chez Yellow, qui est un gros concepteur de jeux de société français. Et la sortie avait été retardée parce que, si j'ai bien compris, c'est un domaine que je connais pas très bien, mais le jeu de société dépend énormément des salons du jeu. Et évidemment, en ce moment, on va pas tripoter des dés ensemble, tous autour d'une petite table, en faisant comme ça les uns les autres. Donc, il n'y a pas de salon du jeu qui se tiennent. Donc, je pense qu'il va sortir j'espère cette année. Il va déjà sortir l'année dernière. Il est prêt. Et alors, dans les projets à venir aussi, il y a un autre ouvrage adulte. Oui, il y a un autre ouvrage. Rire. Je vous laisse annoncer de quoi, ça va parler. Absolument rien à voir. Oui. C'est un livre qui va sortir, je pense, à la rentrée, de dernier office d'août, quoi. Alors, pour le coup, rien à voir. Je suis partie à la recherche d'une ancêtre à moi, une vraie ancêtre à moi, qui date du XVIIe siècle et qui était une sainte mystique. Pas donnée à tout le monde. Ouais, non, l'une des grandes saintes du catholicisme, qui a fondé le culte du Sacré-Cœur. Elle est d'ailleurs, elle a sa statue au Sacré-Cœur à Montmartre, parce que c'est une sainte très importante, Marguerite Marie à la Coque. Donc voilà, j'ai toujours su que cette sainte existait dans ma famille, et puis par un concours de circonstances que j'explique dans le livre, une éditrice proche de moi me propose d'écrire un livre sur Sainte Marguerite Marie. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais écrire sur Sainte Marguerite Marie, alors que rien à voir avec ça. A priori, moi je suis complètement agnostique, milléniale, j'écris que des bouquins réalistes, ou qui se passent, à part celui-là. Et puis, en fait, j'entre là-dedans et je prends ça, en fait, c'est vraiment un essai. Donc, c'est à la fois la vie de la sainte et qu'est-ce que ça veut dire de rechercher une vie de sainte quand on est soi-même pas croyante, quand c'est quelqu'un de sa famille. Pourquoi maintenant, à un moment où ma grand-mère d'une certaine manière ne peut plus en parler, où il se passe aussi des choses dans ma vie personnelle qui me ramènent vers ce genre de questionnement, de transmission, etc. Et donc, c'est les deux qui se mêlent l'un à l'autre et qui vont raconter cette vie, et puis aussi quelques petits morceaux de la mienne en même temps. Donc ce sera un autre exercice de style et encore une autre expérience d'écriture. Pas du tout la même chose. Et je crois qu'il y a aussi un traité de littérature jeunesse. Je ne sais pas si on peut encore l'annoncer, mais peut-être just. Mais bon, voilà, j'aimerais bien. C'est normalement en cours que dans les prochaines années, il y aura un essai sur l'écriture de la littérature jeunesse. Ouais. Et en même temps, c'est ce que vous enseignez. C'est ce que vous enseignez aussi. C'est comment mieux lire la littérature jeunesse. Alors, pour mieux l'écrire, oui. Comment mieux la lire pour mieux l'écrire. Ouais, voilà. Et vous avez des pistes. Enfin, voilà, je pense qu'on vous suit aussi. Je crois que ça reprendra quelques articles de voilà blog aussi, de ce que vous enseignez. Ouais, exactement. Et alors, par rapport, je voudrais qu'on vienne les relations que vous entretenez avec vos lecteurs, parce que c'est quand même particulier. Vous avez donc des blogs, on vous suit très facilement sur Instagram. On se dit, mais là, on a tous les jours ou presque un livre à lire, parce que vous êtes une très grande consommatrice quand même, Clémentine. Il faut bien faire marcher l'industrie. Oui. Et vous êtes proche de vos lecteurs, c'est-à-dire que vous entretenez un dialogue permanent avec eux.
et vous êtes assez facilement joignable, mine de rien, même si vous protégez votre vie privée, vous avez bien raison de vous protéger, mais vous êtes accessible. Oui, c'est devenu un sport un peu plus difficile que ça l'était par le passé. Je pense que par le passé, je faisais beaucoup moins attention. En fait, je me protégeais moins, comme vous dites. J'avais quand même moins de limites, etc. Maintenant, il a quand même fallu, après des épisodes un peu problématiques qui continuent, mettre certaines limites. Mais c'est vrai que oui, je réponds beaucoup. Je réponds toujours aux messages privés. Ça peut prendre quelques temps, mais j'y réponds quand même. Et puis oui, j'ai plusieurs plateformes sur lesquelles je parle. Après, honnêtement, des plateformes comme Instagram, au début, c'était pas du tout pour spécialement parler avec des gens, c'était vraiment, quand je suis allée dessus, c'est parce que j'avais des potes qui avaient migré sur Instagram pour poster leurs photos de bébés, et moi je voulais voir les photos de bébés de mes amis. Mais après, que moi j'avais rien à faire, je postais des photos des livres que je lisais, je mettais des petites chroniques, et puis très vite, je me suis aperçue qu'en fait on était tout un tas à faire la même chose. Ça paraît très naïf de le dire maintenant, mais c'était le cas à l'époque, je savais pas finalement. Et là, j'ai découvert sur Insta l'incroyable richesse des communautés de lecteurs et lectrices, et les conseils, les recommandations qui se donnaient, etc. Et maintenant, je sais pas, peut-être la moitié des livres que je lis, c'est des recommandations de critiques que j'ai lues sur Insta. Donc, c'est très important. Ça dans les deux sens. Ouais. Et j'utilise quand même Instagram principalement pour ça. C'est vraiment pour poster des avis de lecture, que des livres que j'ai bien aimés, parce que j'estime que c'est pas trop la peine de poster des livres que j'ai pas aimés. Et puis parfois, évidemment, en message privé, j'ai des messages qui sont avec des gens que je connais pas sur mes textes ou sur les interventions scolaires, etc. Mais en règle générale, je l'utilise vraiment pour le côté conseil de lecture, quoi. Et sur votre blog aussi, on voit des échanges que vous avez avec... Ouais, sauf que mon blog, ça fait longtemps qu'il est en souffrance, honnêtement. Oui, mais les propos sont toujours... restent frais. Hein. Ouais, c'est dur les blogs en ce moment. Hein. Il y a des gens qui arrivent à les maintenir. Moi, je veux dire, c'est devenu alors que c'était si agile et léger comme structure, un blog, par rapport à un site. Je me souviens, le blog, c'était vraiment le truc très, très léger, quoi. Et maintenant, par rapport à la vitesse d'Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, on a l'impression que c'est pachydermique, un blog. Ouais, c'est étonnant. Et donc cette accessibilité, si vous vous déplacez beaucoup dans les écoles, vous faites beaucoup de... Voilà, alors maintenant à distance ou pas, alors justement avec le Covid, comment ça se passe? J'imagine que c'est un peu plus compliqué d'aller se rendre dans les établissements scolaires. Oui, en fait, en même temps, comme moi, ça faisait plusieurs années que je faisais déjà des rencontres en distanciel, ça c'était pour moi, c'était pas un énorme bouleversement technique, on va dire, comme ça a pu l'être peut-être pour d'autres personnes. Mais l'année dernière, j'ai fait pas mal de rencontres en distanciel, et cette année aussi. Et puis cette année, on a quand même eu pas mal de mois de grâce où c'était encore possible d'aller jusqu'à la semaine dernière. Honnêtement, j'étais dans les écoles la semaine dernière, donc c'est vrai qu'on a quand même eu la possibilité de faire des rencontres scolaires. En même temps, je suis aussi, je pense que maintenant il va y avoir des transformations sur la manière dont on va dans les écoles aussi et dans les salons, etc. Et c'est pas plus mal, parce que là, par exemple, dans 2 semaines, je vais faire des ateliers d'écriture avec des étudiants du lycée français d'Istanbul, et je pense que ce genre de choses est aussi facilité. Maintenant, on est plus décomplexé par rapport à l'idée de faire des choses en distanciel, et c'est pas forcément toujours une mauvaise chose, parce que ça veut aussi dire recevoir des écrivains qu'on n'aurait jamais reçus autrement, des écrivains pour qui c'est pas forcément accessible pour tout un tas de raisons de barouder dans tous les sens, soit qu'ils habitent à l'étranger, soit qu'ils soient eux-mêmes empêchés par tout un tas de choses, de se retrouver quand même à avoir ce lien avec les lecteurs et les lectrices, donc ça c'est bien. Et là du coup ça a permis de maintenir un lien beaucoup aussi. Ouais, et puis moi j'ai pas du tout exploité ce qu'ont fait beaucoup de gens, mais qui est vraiment génial aussi, c'est de faire des lives, de faire des rencontres sur Instagram, des choses comme ça. Moi je dois dire, je me suis pas plongée là-dedans, mais il y a des gens qui ont lu leurs textes à voix haute tous les soirs pour les enfants. Enfin, il y a eu des efforts extraordinaires qui ont été déployés par les artistes, par les maisons d'édition aussi. Donc ça a aussi généré du lien, pas seulement régénéré, je trouve. Et lorsque vous dites aussi sur votre site, puisque vous avez un site et vous l'avez quand même mis à jour. J'ai dû faire ça il y a quelques mois quand même. Oui, mais il est presque à jour. C'est que justement, vous ne faites pas de distinction entre une visite en présentiel, comme on dit maintenant, et une visite à distance, parce que vous dites très bien d'ailleurs qu'elle doit être préparée de la même façon, qu'elle demande le même travail, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Alors, évidemment, ça semble un peu hypocrite de dire ça. Je pense que la visite en distanciel, il faut qu'elle soit même
presque mieux préparée que celle en présentiel parce qu'on n'a pas trop d'espace d'improviser. C'est-à-dire que dans une rencontre scolaire où je vais en présentiel et où on sent bien quand même que la classe a été prévenue 3 semaines à l'avance, que les profs ont fait ce qu'ils pouvaient pour s'organiser, mais c'était le salon qui avait les livres, enfin je sais pas, des trucs comme ça, et on se dit bon c'est pas grave, vous savez quoi, on va faire un atelier d'écriture, vous sortez tous une feuille, vous allez sortir un objet, on va parler de trucs, ou alors on dit on va regarder une vidéo d'Elisabeth Acevedo qui fait du slam et ensuite on va en parler, enfin on peut improviser comme ça. Alors en distanciel ça c'est vraiment pas possible. Il faut que ce soit hyper structuré. Et un truc que j'ai remarqué aussi en distanciel, c'est que quand ça marche bien avec la technologie, ça marche super bien. Mais quand il y a le moindre accro technologique, on l'a tous constaté. Et on perd, il y a un truc qui se perd. Et ça, c'est toujours un peu la loterie, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui commencent à mal fonctionner, l'attention des deux côtés se perd et on a une espèce d'évidence de la virtualité du truc. Alors que quand ça se passe bien, ça relève du miracle. C'est genre, mais en fait, on est là ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. C'est incroyable. C'est vraiment du tout au tout. Alors qu'en présentiel, ça peut être une espèce de juste milieu, hein, et voilà. Mais c'est vrai, moi, ça serait un crève-cœur total d'arrêter de faire des rencontres en présentiel, mais en même temps les rencontres virtuelles c'est vraiment génial, quoi. Et alors vous leur proposez ça dépend des niveaux j'imagine, mais vous leur avez proposé quoi dernièrement? Quand j'étais en classe? Oui. Alors la dernière fois on a fait des ateliers d'écriture. Là c'était un petit peu difficile parce que on m'avait dit comme consigne qu'il fallait qu'ils apprennent à faire du démarrage de récit, de la structure des personnages et de l'intrigue, donc c'est un peu en fait oui, c'était tout cadré quand même, oui. Mais en fait il fallait que ça se passe au Moyen-Âge, plutôt dans la région du Mont-Saint-Michel, mais avec les 3 personnages des Petites Reines. Donc moi j'avais une grosse consigne quand même à respecter. Donc du coup on avait 50 minutes. Donc on a inventé que les Petites Reines passaient par un trou temporel. Les trois filles se retrouvaient au Moyen Âge. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Et de là on est parti avec 2 types d'intrigues, l'intrigue de quête et l'intrigue de fuite. Et on a déployé ça. Bon, je les fais toujours travailler en groupe, hein, donc ils étaient par table. Ils devaient inventer une intrigue de quête ou une intrigue de fuite selon ce qu'ils voulaient faire. Et ensuite déployer toute une intrigue à partir de là, et puis s'il leur restait du temps, ils pouvaient même commencer à rédiger, et il y en a même qui ont commencé à rédiger, donc c'était incroyable. Donc vous suscitez chez eux et le goût de l'écriture et le goût de la lecture? Ouais, alors les ateliers d'écriture, c'est marrant parce que contrairement aux ateliers de traduction où vraiment tout le monde peut participer, tout le monde a une compétence particulière qui peut s'exercer, et puis les ateliers d'écriture, c'est plus compliqué de motiver tout le monde à faire des choses, à écrire du moins de la même manière, etc. C'est pour ça que j'aime bien le travail en groupe, même dans les ateliers d'écriture. Parce que par exemple, au niveau de générer des idées, on peut avoir une table où il y en a 4 sur 5, mais ils n'ont pas du tout envie d'écrire, ça les gave, ils n'ont aucun intérêt à ça. Par contre, ils ont plein d'idées. Ah ouais, parce que là, en fait, elle arrive, et puis là, t'as un pont-levis, et genre ça se referme, et le vélo, il fait whoop, comme ça. Et là, l'autre, il n'aurait jamais eu cette idée-là, par contre, il va super bien l'écrire. Et le vélo, il fait whoop. Et donc ça, c'est super cool parce qu'on a vraiment plein d'enthousiasme qui est généré par ça. Alors ça marche avec les, entre guillemets, petits. Au bout d'un moment, c'est plus difficile. Et puis les ados, il faut aussi les motiver différemment. Ils sont plus introspectifs, souvent, ils aiment bien les textes plus introspectifs. On peut avoir des très bonnes surprises sur des thèmes ou des consignes beaucoup plus abstraites avec les abdos. Avec les abdos aussi. Alors moi, les consignes pour mes abdos, elles sont très abstraites. On est complètement d'accord là-dessus. Mais les ados, c'est vrai que c'est pas le même type de motivation. Là, récemment, avec des 5e, pourtant c'était des petits. Hein. Je leur ai lu des extraits du dernier Caroline Solé, qui est vraiment remarquable. Qui s'appelle D'après mon adolescence, qui est publié chez Albin Michel, et où elle parle à son soi, elle dit toi, de 15 ans. Et donc je leur ai fait parler à toi, de 8 ou 9 ans, et donc ils devaient se dire des choses, et c'était vraiment intéressant d'avoir cette distance-là, qui pour eux évidemment est beaucoup plus petite en temps, mais vastissime en expérience, et donc c'était vraiment chouette, ouais. Et pourtant assez abstrait comme consigne. Et avec les ados, ce qui doit bien fonctionner aussi, et ça vous le portez merveilleusement, c'est la poésie. La poésie, ça marche très bien avec les ados. Oui. Et ça, vraiment, avec les ateliers de traduction avec Elisabeth Acevedo, je vois bien le texte d'Acevedo, il résonne extrêmement fort en eux, et ils vont trouver des traductions qui sont vraiment intensément poétiques. Et oui, la poésie, d'ailleurs, très souvent en collège-lycée, quand on demande est-ce que vous écrivez, alors d'abord ils disent ah non, pas du tout, non, Berck, hein, j'aime pas ça. Puis après, il y en a comme quelques petites mains, on dit ouais, et toi, qu'est-ce que t'écris? Je sais pas, des trucs, quoi, je sais pas, non, mais rien de spécial. Alors, mais qu'est-ce que t'aimes bien? Non, mais des trucs sur ma vie, quoi, parfois des petits poèmes, enfin des trucs comme ça. Mais je dis, mais non, mais c'est bien. Non, alors qu'en primaire, c'est moi, j'écris plein de choses. Mais et les ados écrivent beaucoup de poésie, enfin, ça a toujours été le cas, hein. Je pense que c'est vraiment un intergénérationnel typique.
Et surtout qu'il y a un très joli renouveau de la poésie contemporaine et qui est complètement justement accessible aux ados. Je pense effectivement à Elisabeth Acevedo. C'est complètement adapté. Ouais, c'est marrant, la poésie a cette manière de se renouveler au fil des générations. Oui. Je me souviens, alors là on parle beaucoup en effet du renouveau de la poésie contemporaine sous forme de recueil, avec des gens comme Rupi Kaur, beaucoup, ou Cécile Coulon, etc. Puis cette collection. Cette collection iconoclaste, oui. Mais le roman en vers, c'était déjà une manière qu'avait la poésie de se renouveler il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant en Grande-Bretagne et en Amérique. Et puis je me souviens, quand j'étais petite, on parlait du rap comme étant la nouvelle poésie, et ça a été le cas, évidemment, c'est toujours le cas. Donc j'ai l'impression qu'à chaque génération, il y a des manières qu'ont la poésie de se renouveler, que ce soit même d'adapter des poèmes classiques en chansons, comme ça a aussi été beaucoup le cas dans les années 60-70. Donc, il y a toujours de la poésie quelque part, quoi. Il faut juste aller la trouver là où elle est. Et alors, le goût de l'écriture, mais le goût de la lecture. Alors, est-ce que pour donner le goût de la lecture, l'éternelle question pour donner le goût de la lecture aux enfants, aux ados, voilà. Alors, est-ce que c'est de leur interdire, tout simplement, ou est-ce que vous avez, d'autres, c'est de leur lire, je crois. Tout ça, c'est de lire, tout simplement, ce que vous faites très bien aussi. Oui, moi j'aime bien. Enfin, ça fait quelques fois, quelques temps que je réfléchis beaucoup à la lecture à voix haute. Je suis pas très forte en lecture à voix haute, mais j'ai remarqué quand même que quand on lit à voix haute, notamment à des ados qui ont perdu l'habitude qu'on leur lise à voix haute, c'est-à-dire beaucoup de gens, parce qu'en fait après l'enfance, on arrête souvent de lire à voix haute, même dans les écoles, etc. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a plein de profs qui lisent encore à voix haute, mais c'était déjà. Enfin, Pénac le disait en 89. Je veux dire, il y a rien de nouveau là-dedans. Mais en fait, on a tendance à l'oublier. C'est marrant. C'est comme si on se disait la lecture des yeux va supplanter la lecture à voix haute. Presque, c'est un peu le coup de ce qui s'est passé historiquement. C'est-à-dire qu'avant, on lisait à voix haute, et puis à partir du moment où on lit en fermant la bouche, c'est ça la lecture mature. Alors qu'en fait, évidemment, c'est pas du tout le cas. Et on a vu avec l'espèce d'explosion de l'audio-livre, etc., que les gens adorent. Livre audio, qu'on leur lise à voix haute. Et je pense que les ados, c'est vraiment une manière de les accrocher aussi sur des textes où ils n'auraient pas forcément poussé les 2, 3, 4, 5 pages qu'il faut pour se mettre dans une histoire. En fait, quand on le fait, et ben là, on va dire mais finalement, je peux l'emprunter. Je vais voir. Oui, non, il faut l'interdire. C'est ça. Il faut dire non. Non, il est déjà pris. Non, il faut susciter la frustration. Et là, oui, effectivement, avec le livre audio, l'explosion du livre audio aussi. Parce que, apparemment, chez les ados, c'est assez répandu. Oui, je pense. Moi, je dois dire que autant je valide totalement le concept, autant j'ai un blocage sur le livre audio, je n'en écoute pas beaucoup. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment. En fait, j'aimerais bien m'auto-éduquer pour en écouter plus, parce que je pense que ça demande aussi une rééducation quand on a l'habitude de lire beaucoup avec les yeux et de lire à son propre rythme, et de lire parfois de zapper des passages, de revenir en arrière, des trucs comme ça, de lâcher ce contrôle-là d'une certaine manière, et de se dire je vais être complètement sous la coupe de cette personne qui va me lire ce texte et va me donner sa lecture de ce texte d'une certaine manière. Et vos romans ont été édités en livre audio? Ils sont en audio. Là, par contre, je les ai écoutés quand même. Et ça fait quoi de s'entendre? Par Rachel Arditi. C'est Rachel Arditi qui a adapté Les Petites Reines. Et elle a lu Les Petites Reines et Songe à la douceur. Et c'est Ève Mangin qui a lu Brexit Romance. Et puis sinon, il y a quelques petits romans juniors aussi qui sont adaptés en audio-livre en anglais. C'est une expérience étonnante, parce que ce qui est particulièrement fascinant, je trouve, c'est quand même Songe à la douceur, parce que moi, je trouve très dur à lire à voix haute, comme des parce que graphiquement, ça fait partie intégrante de l'œuvre, bien sûr. Visuelle est très très importante, et elle arrive à rendre par des espèces de petites touches, mais c'est aussi parce qu'elle est actrice, quoi. Et moi, je le suis pas, donc quand je lis, je suis là, je vais mettre un trou parce qu'il y a un trou, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais elle sait, mais moi, je sais pas. Mais bon, ça fait partie du métier, c'est sûr. Clémentine, je vous remercie énormément. Alors là, on a laissé afficher tous les contacts sur lesquels on peut vous retrouver. J'espère qu'ils sont toujours d'actualité. Ça date d'il y a un an. Oui. Non, mais je pense que oui. Et puis, je vais préciser que vous savez écrire, vous savez lire, vous savez chanter, visiblement, mais vous pouvez aussi dessiner. Parce que je ne sais plus dessiner, malheureusement. Vous ne savez plus? Non, j'ai arrêté. Je l'ai fait de moins en moins, et c'est incroyable comme on perd la capacité de dessin. C'est-à-dire que, déjà, c'était pas extraordinaire, mais c'était mon chat Opaline. Je pense que maintenant, si je le dessinais, ça ressemblerait à une espèce de chat qu'on dessinait à 3 ans et demi avec des jambes en bâton. Voilà. si, c'est vrai, je vous jure, on perd la main, c'est horrible. Merci beaucoup, Clémentine. Merci, Isabelle, merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.
Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.